Moi, je me suis jamais senti pauvre. Jamais. Pour moi, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Je suis pas des gens qui inventent l'eau chaude. Moi, je reproduis un truc qui marche. J'adore copier et améliorer. J'estime qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont passé des heures à créer un besoin, un service, etc. Faut juste apporter sa touche dessus. En fait, ton succès n'est que des personnes que tu vas rencontrer. Tout vient des gens. Tout. Une fois que tu prends chacune de tes décisions avec bon sens et long terme, tu peux pas la regretter, c'est impossible. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Marvin. Salut Alec. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, super. Ça me fait ultra plaisir de t'avoir ici. Ça fait des années maintenant qu'on se connaît. Depuis quoi? 2019, 2018? Ici en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, la première fois qu'on s'est rencontrés ici à Dubaï en 2018. Waouh! La croissance et le parcours que tu as fait depuis 2018, c'est le premier mot qui me vient. Waouh! T'es passé, 2018. Pas à ce moment-là, mais juste avant, tu faisais des plats cuisinés dans la cuisine de ta maman. Tu lançais ta start-up qui s'appelle Freshéo. Et aujourd'hui, c'est entre 8000 et 10 000 repas par semaine que vous délivrez. C'est des dizaines de collaborateurs. C'est une valorisation à 8 chiffres. T'es présent partout, on te voit partout, des spots télé, des spots publicitaires. C'est incroyable la croissance que tu as eue, que tu as fait, le tout en partant de zéro et en seulement quelques années. Et les valeurs aussi que tu délivres, les valeurs que tu partages sur tes réseaux sociaux, sur les différents contenus que tu peux faire, etc. etc. J'avais vraiment à cœur de t'inviter ici sur le déclic parce qu'au-delà de la partie entrepreneuriale qu'on va voir, qu'on va décortiquer, tu es vraiment un message d'espoir et une bouffée d'air inspirationnelle pour toute une génération selon moi, et tu reflètes parfaitement justement l'énergie des nouveaux entrepreneurs, pas uniquement les entrepreneurs qui vont faire du business en ligne et autres, mais ceux qui vont réussir à comprendre que les barrières à l'entrée sont différentes aujourd'hui et qu'on peut intégrer un domaine traditionnel, apporter sa propre touche, créer de l'innovation et grâce au digital et autres, créer de la croissance comme jamais personne n'a pu voir dans certaines industries, notamment l'industrie de la livraison de repas à domicile, l'agroalimentaire dans lequel tu es. On va en parler. Mais avant ça, et merci d'être ici, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? J'ai envie de redire waouh, merci, merci beaucoup mec. Écoute, je m'appelle Marvin, du coup j'ai 25 ans maintenant. Je suis donc entrepreneur dans le secteur donc plus traditionnel, donc plus principalement donc dans le secteur des plats préparés. J'ai également d'autres activités dans l'immobilier également, donc voilà. Et du coup moi j'ai une histoire particulière parce qu'en fait du coup moi j'ai l'équivalent en France d'un CAP cuisine. J'ai quand même l'équivalent du bac aussi, donc voilà. Ce qui se passait, c'est qu'à l'école, je n'étais pas du tout adapté au système en fait. Donc ça ne marchait pas. J'avais pas du tout des bons points, je devais travailler énormément. Donc j'ai toujours eu cette valeur travail, mais pour avoir essayé d'avoir la moyenne, ce qui était juste pas normal quand je voyais mes frères, etc., qui en fait faisaient rien et avaient. Et du coup, je suis marié, donc voilà, avec une personne qui est juste incroyable. Je dis souvent, tu vois, on peut tout me reprendre, objectivement, mais juste pas ma femme. Genre dans toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tu vois, on peut tout me reprendre, mais genre le truc le plus dur que j'ai trouvé, c'est ma femme. Parce qu'avoir quelqu'un qui va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie et tu sais que c'est elle, et genre moi et ma femme, on s'est mariés directement, genre c'est juste une valeur qui est... Enfin, c'était le truc le plus dur que j'ai cherché de toute ma vie. Donc voilà. Magnifique, magnifique. Merci pour cette intro. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit « je veux me lancer dans l'entrepreneuriat » ? Alors, je pense que j'ai toujours voulu entreprendre et faire des choses. Donc j'ai eu des parents, parce que je pense que tout part de nos parents, enfin en tout cas ça dépend toujours, mais ou des gens qui nous inspirent, mais en tout cas j'ai eu des parents qui ont entrepris des choses, mais qui n'ont jamais réussi à faire quelque chose. Donc grosso mes parents ont entrepris, ce qui arrive bien c'est qu'au moins ils ont entrepris 3-4 fois, ils ont eu 3-4 échecs, mais des vrais échecs, faillites, etc. Mais ils sont repartis, à part la dernière qui les a mis vraiment KO. Mais malgré ce chaos, mes parents ont toujours cette faculté de te dire, voilà, nous on a raté, mais peut-être toi tu vas pas rater en fait, et peut-être nous-mêmes nos frères et tout vont pas rater. Et ils ont créé, si tu vois mon frère, si tu me vois moi, peu importe ce qu'on va faire, peu importe ce qu'on va rater,
En fait, on a une confiance naturelle qui se dégage en nous, que nos parents ont créée à la base. Pour moi, la pauvreté, tu vois, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que de base, tu vois, moi, je me suis jamais senti pauvre. Jamais. Genre, même quand j'avais pas d'argent, on peut revenir en 2018 ou maintenant, tu vois, je me suis jamais senti pauvre. Parce qu'en fait, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Il y a une situation qui est A, ben voilà, il n'y a pas X centaines ou millions d'euros sur mon compte, tu vois. Mais par contre, j'étais toujours la même personne et toujours cette même énergie et envie. Et du coup, en fait, on a donc nos parents qui nous ont instauré ça. Et en fait, je pense que je suis devenu entrepreneur parce qu'il restait plus que ça. Parce qu'en gros, je pouvais pas être salarié ni employé, parce qu'employé, ben, il y a des employés très bien payés ou même ouvriers, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, par adéquation, il restait plus que ça. C'était ça ou être artiste ou sportif. Foot, j'étais pas assez bon. Donc voilà, je jouais bien, mais pas assez bien. J'étais objectif, tu vois, par rapport aux autres jeunes, tu vois, qui étaient là. Artiste, j'ai pas de talent, donc je sais pas chanter, je sais pas faire de trucs, etc. Et du coup, il restait plus qu'entrepreneur. En fait, c'est la dernière chose qui me restait pour m'exprimer sur Terre. Et du coup, en gros, ben, j'ai trouvé ça. J'ai eu la chance d'avoir des frères qui avaient fait de la cuisine et du coup bah, j'ai suivi mes grands frères donc voilà, et je me suis retrouvé en fait à faire de la cuisine et à entreprendre dans ce secteur là, quoi. Magnifique. Combien tu as de frères et sœurs? Alors j'ai 4 petits frères, un grand frère, et ce même grand frère en fait on a 2 plus grands. Du coup, en gros, on n'a pas grandi ensemble avec les 3 grands au-dessus. Donc voilà. Par contre, mes 4 petits, donc bah, y en a certains un que tu connais. Mais du coup, ouais, j'ai 4 petits qui étaient d'ailleurs là à Dubaï ici avec nous. Donc, voilà. Ah, j'ai vu, tu les as amenés avec toi. C'était mignon. Et du coup justement, qu'est-ce qui fait... Déjà, première question, Freshéo est ton premier projet entrepreneurial ou directement? Je sais pas. En fait, si tu veux, c'est un truc que... En fait, j'ai une force de résilience et de détermination qui est monstrueuse. Et genre, tu sais, il y a beaucoup de gens qui le disent. Là, maintenant, ça fait 5 ans, donc on peut dire que je l'ai un peu montré, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Freshéo aurait marché. Tout ce que je fais, ça marche. J'ai jamais fait un truc qui marchait pas. Ça n'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, et sans vraiment pivoter ou quoi, parce que je me dis que si ça marche, parce que j'invente jamais la roue, faut savoir aussi, je suis pas des gens qui inventent l'eau chaude, ce genre de choses. Moi, je reproduis un truc qui marche. J'adore copier, améliorer, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça ma philosophie, parce qu'à chaque fois, j'estime qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont passé des heures, qui ont dépensé des millions, des dizaines, voire des milliards d'euros à essayer d'adapter, à créer un besoin, un service, etc. Donc, il faut juste apporter sa touche dessus. Et du coup, Freshéo, c'est mon premier projet. Donc, voilà. Tu as une histoire personnelle aussi assez forte avec Freshéo et les repas sains bien-être. Est-ce que tu peux nous la raconter? Bien sûr. Mais du coup, Freshéo, c'est venu de 2 réflexions. La première étant, c'est que j'avais perdu 50 kilos. Et la deuxième, c'est que j'avais fait des études, donc, comme je t'ai dit, cuisinière, donc CAP cuisine. Quand on s'est retrouvé donc en 2018, il y avait 2 possibilités pour nous. J'ai beaucoup travaillé avec mon frère. Puis après, on a eu une période où on s'est disputé. Et du coup, en gros, on a arrêté pendant cette période. Mais du coup, en gros, à ce moment-là, il y avait 2 possibilités. Soit en gros, se lancer dans le e-commerce, tu vois. Soit en gros, faire du business donc traditionnel. Et en fait, moi, je prends toutes mes décisions. Et si les gens doivent retenir un truc de ce podcast, c'est ça, avec bon sens et long terme. Une fois que tu prends chacune de tes décisions que tu prends dans ta vie avec bon sens et long terme, tu ne peux pas la regretter. C'est impossible. Et à l'époque, je voyais le e-commerce, je voyais les X euros, X dizaines de milliers d'euros en 24 heures et tout. Et je sais pas, il y a un truc, tu vois, qui puait. Et je me suis dit, sûrement il y a de l'argent à prendre à mort dedans. Ça, c'est une certitude. Et il y a des gens qui ont pris beaucoup d'argent. Mais je me suis dit, c'est pas à long terme. Et ça, c'était ma deuxième certitude. Et c'était pas à long terme. Donc voilà. Alors, il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont bien fait. Mais même des gens qui, dans ce domaine-là, je trouve, qui ont bien fait leur boulot, tu vois, ils ont fini par revendre ou alors il y avait moins de traction, etc. Donc, c'était une opportunité. Il faut savoir que je suis opportuniste, mais j'aime bien les trucs long terme, tu vois. Genre, je sais, si je peux, tu vois, vendre des plats préparés jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas du tout sexy, tu vois. Mais moi, si je pouvais genre, être dans l'industrie du papier toilette, dans tous des trucs qui sont élémentaires, l'eau, des trucs que les gens vont utiliser toute leur vie, mais qui sont pas sexy, je m'en fous, hein. Franchement, ça serait trop bien. Parce qu'en fait, ça, ici, t'as plus besoin de te renouveler. Tu fais partie intégrante du quotidien, tu vois. Donc voilà. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. C'est la raison pour laquelle tu as créé Freshéo. Non, et du coup, ouais, en gros, j'ai créé Freshéo comme ça. Et donc, on s'est dit, mais du coup, il y avait cette ère du e-commerce et il y avait donc cette ère traditionnelle, mon savoir-faire. Donc, il faut savoir que je ne suis pas du tout un très bon cuisinier. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai même recuisiné il y a peut-être 2 semaines, tu vois. Et je me suis dit, purée, qu'est-ce que je suis mauvais, tu vois. Ah ouais, non, c'était chaud. En fait, à l'époque, ce qui était bien, c'est que j'apprends très vite. Et du coup, j'ai travaillé dans un restaurant 2 ans. Ça, c'est un truc qui est important aussi dans cette histoire. En fait, quand j'ai travaillé dans ce restaurant, j'ai été exploité. Et en fait, la première année où j'arrive, je suis au froid, le mec, je sais même pas s'il va me garder. Une année après, je suis au chaud, je dirige les 6 personnes, tu vois. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand je dirigeais les 6 personnes, j'avais toujours mon salaire du froid.
Et je me suis dit, mais le gars, en fait, le chef est parti parce qu'il était alcoolique. Mon ami, parce qu'il faut savoir qu'on était des amis d'école qui se sont fait recruter dans un endroit, lui est tombé dans la cocaïne. Donc en gros, j'étais tout seul, parce que moi jamais de la vie je toucherai à ces trucs-là, bon sens long terme. Et en fait, si tu veux, de là en gros, je me retrouve à devoir diriger cette cuisine. Toujours prise de responsabilité. J'ai 4 petits frères, une maman qui, malheureusement pour les choses de la vie, a un petit handicap, tu vois. Donc voilà. Et du coup, d'office, ma maman, elle peut pas porter des choses, etc. Donc, c'est comme ça. Et mon papa est décédé. Donc, responsable. Donc, en gros, je suis là-bas dans cette situation A. Et je me dis, il faut que je trouve une solution pour relever le bateau. Enfin, le patron, il paye. Enfin, on a des salaires. On était 35 dans la boîte. Et du coup, moi, je suis tourné à la cuisine. On fait sans couvert soir, sans couvert midi, mais dans une haute qualité. Bref, on le fait. Et à la fin. T'as quel âge à ce moment-là? 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, en gros, on le fait. Et de là, en gros, ça marche super bien. Franchement, on relance bien le truc et tout. Et en fait, au bout de 3 mois, je crois que je fais un burn-out ou quelque chose comme ça, en fait. Mais pour moi, les burn-out, ça n'existe pas. Mais je sais plus ce qui se passe, mais genre rupture, genre j'étais KO. Et je pense qu'en fait, mon cerveau ou mon esprit, mon corps ne comprenait pas pourquoi je me donnais autant en étant payé aussi peu, tu vois. Et je pense que pour moi, le burn-out, ça vient souvent de ça. Pourquoi tu fais autant alors que tu reçois que ça? Alors, ça peut être de la tension, ça peut pas être que financier, tu vois. Mais dans ce cas-là, moi, qui cherche après l'or, tu vois, pour essayer de mettre en sécurité toute ma famille, tu vois, et puis maintenant, on le fait juste pour la performance, tu vois, en gros, je me disais, ça avait pas de sens. Donc, en gros, je fais ça, je tombe KO, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et ensuite, quand je reviens, je crois qu'à l'époque, tu vois, je sais pas comment, je tombe sur des vidéos genre Emilio Abril, je sais pas si t'as connu Emilio. Ouais, bien sûr. Cédric Anissette, et peut-être d'autres, tu vois, que Olivier Roland. Donc voilà, c'était toutes ces petites terres, c'était en 2017, voilà, c'était il y a 5 ans, donc j'avais 20 ans. Et du coup, en gros, je tombe sur ça et tout, et je me dis, purée, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un projet, l'immobilier, ça prend du temps. Ah ouais, et si je faisais cuisiner, c'est parce que j'avais un CDI, et avec ce CDI, tu vois, en gros, mes parents ont fait une faillite immobilière. Pendant, en fait, ce que je te racontais là, c'est jamais entendu même. Mes parents ont fait une faillite immobilière, une faillite qui dure encore au moment où je te parle et qui a commencé en 2008. Je ne sais pas pour quelle X ou Y raison, tu vois, les bâtiments n'arrivent pas à se vendre. Et du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais en fait, je vais racheter les bâtiments de mes parents à un super prix, avec toutes les informations de ma mère, parce que ma mère, elle était dedans. Elle a dit, ok, moi, je suis tombé KO, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient tout en personne physique, et on parle d'une faillite personnelle à peu près 3 millions d'euros, tu vois. Et quand tu es en faillite personnelle à 3 millions d'euros, je peux t'assurer, parce que c'est pour ça que ma mère, aujourd'hui, n'est plus en forme, malgré tout ce qui se passe autour d'elle, parce que, par exemple, tu vois, elle ne veut plus... Tout ce qui brille, l'argent, elle aime déjà pas ça de base, tu vois, c'est mon père qui l'avait embarqué avec elle. Et là, maintenant, qu'en gros, lui, il est plus là et qu'elle, elle aime pas ça, elle veut plus tout ça, tu vois. Et du coup, si je raconte ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, si tu veux, ma mère, du coup, a ces bâtiments-là. Il y avait 3-4 bâtiments avec peut-être 30 ou 50 unités. Et moi, je me suis dit, mais génial, en fait. Genre, je vais ramener 30 ou 50 unités. En gros, ce qui va se passer, c'est que du coup, en fait, il y a des règlements de dette en Belgique. Du coup, eux, ils vont régler leurs dettes. Et moi, derrière, en fait, je vais reprendre en fait, les bâtiments de ma mère. Et avec ça, en gros, je comblerai un delta. Et elle aura peut-être, je sais pas, moi, la moitié. Et comme ça, elle sera tranquille, tu vois. Et je me dis, moi, c'est pas perdu. Parce que quelqu'un va d'office faire des affaires avec ça. Crois-moi ou crois-moi pas, les bâtiments ne se sont jamais vendus. Ils sont toujours pas vendus aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai abandonné l'idée. Mais c'est aussi un truc qui est hyper important. Parce qu'en fait, si tu veux, ma mère, à l'époque, donc il faut savoir un truc aussi, j'étais en CDI pour une autre raison. Du coup, dans tout ce lot de bâtiments, il y avait la maison familiale qu'on a toujours aujourd'hui. En fait, si tu veux, moi j'ai gardé le CDI parce qu'il y a 5 personnes sur cette maison et je suis le seul à pouvoir acheter cette maison. Et ma mère, elle m'a dit, Marvin, vas-y, tu vois, on va pas rester bloqué dans cette situation longtemps, mais je te parle de ça il y a 5 ans. Et en fait, nous on s'est dit, la maison ça devait tomber, les jugements, etc. Et en fait, juste des fois, tu vois, t'attends. Et là, ce moment-là, pour moi, c'est la définition même de il n'y a pas de meilleur moment. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me dis, mais putain, si je quitte ce CDI, en plus j'étais bien payé, je faisais 120 heures, je sais pas, je faisais des heures de psychopathe, mais en tout cas j'allais chercher mon 2000-2004, ce qui permettait en tout cas de sécuriser la maison, et j'arrivais à mettre de l'argent de côté, et du coup en gros je m'étais dit, mais purée, si je quitte, mais imagine le jugement il tombe demain, j'ai même plus de salaire et tout. Et du coup j'avais écrit, on doit faire 200 000 euros de bénéfices la première année où on ouvre la structure, tu vois. Et du coup en gros je me suis dit, ok, on va faire comme ça alors, tu vois. Et mon frère en fait lui a fait du e-commerce. Et moi, en gros, j'ai fait Freshéo. Et on ne l'a pas fait la première année, mais on l'a dû le faire en 18 mois, tu vois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, on s'est dit, mais heureusement que notre mère, tu vois,
enfin avec du bon sens encore, tu vois, elle nous a dit allez-y, tu vois, genre n'attendez pas en fait que ça se passe parce que sinon en fait vous allez attendre longtemps. Et du coup en fait tout est venu de là, de pourquoi on a dû le lancer, de mon expérience personnelle, de ce qui se passait sur le moment et en gros de ma mère qui a dit vas-y quoi, c'est bon, on va essayer de te faire confiance quoi, enfin en gros donc voilà. C'est incroyable. On reviendra sur le début de Frechéo et les premiers repas que tu fais dans ta cuisine et autres. Mais je rebondis sur un point que tu as rapidement survolé. C'était sur le pourquoi Frechéo. Tu disais, j'ai perdu 50 kilos à un moment donné. Tu peux revenir sur ce passage et du coup, j'imagine que la raison aussi, c'est peut-être que tu mangeais pas forcément bien et du coup, tu t'es dit, ok, il y a un besoin à combler avec ça. Je l'ai moi-même vécu. J'ai pu m'en sortir, mais d'autres personnes sont dans cette situation et j'ai pas envie que ça se reproduise. Il y a une douleur ici sur le marché à combler. Yes, exact. Du coup, bah, en fait, moi, j'ai perdu du poids très basiquement, c'était pour les filles. Hein. Franchement, je ne suis pas, tu vois. Donc, au bout d'un moment, 135 kilos, tu vois, tu te dis, bon, il faut se remettre en question. Et en fait, moi, j'ai toujours fait les choses de manière très naïve en me disant, si lui, il a pu le faire, moi, j'ai pu le faire. Et du coup, je suis tombé sur un mec à l'époque qui parlait du fasting. Et du coup, en gros, j'ai appris donc, à compter mes calories et à jeûner une partie de la journée. Tu vois, aujourd'hui, je le fais toujours, tu vois. Et en fait, ce qu'il y a de trop bien avec ça, c'est qu'en fait, tu apprends qu'il n'y a pas de mauvais aliments, mais que des mauvaises quantités. Et quand moi, j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, tout le monde peut manger de tout. Dans les premières séries de plats Frechéo, à l'époque, quand on pouvait encore le faire, il y avait des burgers, il y avait des machins, des trucs et tout. Mais juste, tout était bien millimétré, tout était bien calculé pour que les gens puissent manger de tout, en fait, tu vois. Et c'est ça que Frechéo a bien fonctionné dès le début, c'est parce qu'en fait, tu n'étais pas habitué à avoir des repas de 400-500 calories avec un burger dedans, tu vois. Ça n'existait pas. Et qui en plus est nutritif et était bon. Et du coup, en gros, ça a avancé comme ça. Et donc en gros, j'ai perdu du coup ce poids-là. Et en fait, moi j'ai perdu, il faut savoir que je fais toujours les choses aussi de manière très hardcore, tu vois. 2 fois 25 kilos en 3 mois. Donc voilà, pas de médicaments, pas d'opération, pas de machin. On n'avait pas d'argent de toute façon, comment tu veux comprendre ce genre de choses. Donc c'était juste à la salle de sport et alors compter mes calories, tu vois. Et je faisais ça et en plus, je tenais... Enfin en fait, si tu veux, j'avais toute ma journée debout en cuisine. J'allais au sport entre mes jours de cuisine, je prenais ma douche, service du soir, je rentrais à la maison, je prends ma douche, on recommence le lendemain. Et en fait, j'étais debout 18 heures par jour, tu vois. Donc en gros, et la cuisine, c'est pas... t'es debout, tu montes les fours, 300 degrés, tu sors, enfin, c'est intense, quoi. Donc, voilà. Avant qu'on en vienne au démarrage de Frechéo, justement, d'où vient cette énergie, d'où vient cette motivation? Parce que très rapidement, très jeune, tu dois prendre une certaine responsabilité, on l'a compris dans le foyer, etc. Tu as cet aspect fraternel, mais presque aussi paternel avec tes frères. Ouais, c'est quand même, c'est pas anodin. Tu vois, c'est pas anodin, tes résultats ne sont pas anodins, mais ton tempérament, ton énergie, ton état d'esprit n'est pas anodin lui non plus. En fait, si tu veux, il y a un truc que j'ai remarqué très jeune, et je sais pas ça vient d'où, mais j'ai trouvé que mes parents étaient irresponsables, tu vois. Irresponsables sur plein de choses. Et de toute façon, les choses de la vie, ont fait que, voilà, il y a plein de choses qui l'ont démontré. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne de responsable ici, tu vois. On est un peu tous livrés à nous-mêmes. Enfin, voilà, après, mes parents, c'est des étrangers, ils viennent pas d'ici, etc. Enfin, ma mère a été adoptée par des Belges. Donc voilà. Et je sais pas si c'est le truc. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père aussi. Mon grand-père et mon père, c'est les gens qui m'ont formé. Et qui sont deux personnes totalement contradictoires. C'est mon grand-père, c'est un militaire belge. Qui a toujours fait les choses dans les lignes, qui a jamais débordé, jamais rien fait, qui est marié avec la même femme depuis 50 ans, tu vois, etc. Et derrière, tu vois, t'as mon père, lui, c'est... Mais par contre, mon grand-père qui n'a aucun rêve, qui est vraiment très rationnel, etc. Et mon père, lui, c'est tout l'inverse, tu vois. Il est rêveur, enfin, il fait tout ce qu'il veut, enfin, donc voilà. Et en fait, j'ai pris les deux, tu vois, et moi, je suis devenu un mélange des deux. Et en fait, si tu veux, je saurais même pas te dire d'où ça vient, je pense que c'est inné. Mais dès que je vois que quelqu'un a besoin d'aide, je suis obligé de l'aider. Genre ça, c'est intrinsèque, peu importe, tu vois. Genre tout à l'heure, le bagagiste, il avait... En fait, c'est juste que je me dis, mais si je le fais pas, personne ne va le faire. Et en fait, cette responsabilité, elle est là. Si aujourd'hui, en gros, j'avais pas travaillé, qui allait amener mes frères à Dubaï? Personne, tu vois. Personne. Et eux, ils voulaient aller à Dubaï. Alors, est-ce que Dubaï va changer quelque chose dans leur vie? Non. Est-ce que ça va leur faire plaisir et que ça leur fera un souvenir de plus? Oui. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je me dis, mais s'ils le font pas, personne ne va le faire, tu vois. Et donc voilà. Et c'est vrai que moi, je prends ma responsabilité jusqu'au bout, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai remarqué. Beaucoup de gens ont du mal à prendre leurs responsabilités. C'est dur, tu vois, de prendre ses responsabilités. Mais au bout d'un moment, il faut... Ça demande du courage. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu dois, en fait, tu vois. Moi, enfin, mes petits frères sont malades, ma femme est malade, mon frère est malade, peu importe. Je dois pouvoir payer le meilleur médecin. Peu importe si c'est $10 000 de l'heure, tu vois, je dois pouvoir le faire. C'est impossible de me dire, ils vont mourir. Alors,
Ça arrive très peu de fois, tu vois, et ça n'arrivera sûrement jamais, enfin j'espère, tu vois. Mais c'est impossible de me dire je vais mourir parce que j'ai pas assez travaillé, parce que j'étais un gros fainéant, parce que enfin tu vois, j'étais comme une larve en train de jouer à la PlayStation, tu vois. Impossible. Et je l'ai fait. J'ai joué à la PlayStation. J'étais joueur pro, tu vois. Mais en gros, tu vois, c'était une période de ma vie. Et même là, quand je jouais, j'allais en LAN, je faisais mes trucs, etc. Mais pareil que comme dans le foot, j'étais pas assez bon. Donc il y a des gens qui ont montré qu'ils étaient bien meilleurs. Que tu fais quelque chose, tu le fais pas à moitié, Obligé. tu le fais à fond. Ouais. Tu disais que donc, ton grand-papa et ton papa ont été des personnes qui t'ont indirectement inspiré, impacté, aux antipodes l'un de l'autre. Tu as évoqué le fait que ton papa est décédé. Toutes mes condoléances par rapport à ça. Cool. Moi aussi, et ça a fait quelque chose d'assez important dans ma vie, ça a été une sorte de déclic. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que ça a été un déclic? Est-ce que ça... Alors, ça a été, je pense, un déclic. Parce qu'en fait, à partir du moment où mon papa était plus là, mon papa avait cette faculté. T'avais quel âge? 18 ans, 17 ans, 18 ans. Okay, 2015. Ouais. Du coup, 18 ans. Ouais. Mon papa avait cette faculté, avec les mots, comme aujourd'hui je peux le faire, de pouvoir rassurer quelqu'un, de pouvoir endormir quelqu'un, de pouvoir manipuler quelqu'un, tu vois. Et en fait, si tu veux, quand mon papa est décédé, je me suis dit, parce qu'il avait même cette faculté, même en faillite, même en machin, de dire ça va aller, on va s'en sortir, on va faire ci, on va faire ça. Et moi, je savais fondamentalement que ça va pas aller, mais tu sais, quand ton papa dit quelque chose, t'es un petit garçon, ton papa, tu l'écoutes, tu fais confiance et tu lui dis, ok, ça va. Quand mon papa est parti, et je pense, tu sais, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais peut-être quand il est mort, c'est peut-être une des meilleures choses qui me sont arrivées, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai dû prendre plus de responsabilités. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est sûr qu'il va plus nous sauver. Là, il est parti, tu vois. Donc, il a abandonné, il a fini le jeu, tu vois. C'est pour savoir que mon papa, il est parti, il était certes malade, tu vois, mais la dernière faillite, plus le divorce avec ma mère, etc., ça l'a mis KO. Ça l'a mis KO technique. Et du coup, en fait, il s'est un peu laissé mourir, tu vois. Donc voilà. Et en fait, pour moi, c'était... Je l'ai pas mal... En fait, j'ai pas mal vécu le décès de mon père, parce qu'il faut savoir que quand il est décédé, ça faisait déjà 1 an et demi qu'il était reparti en Afrique, quelque chose comme ça, 1 an et demi. Mais tu sais, quand quelqu'un n'est plus dans ton quotidien, malgré qu'il a été énormément... Il faut savoir que mon papa, je l'adore, et je l'aime énormément, tu vois. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il n'est plus dans ton quotidien direct, quand j'ai annoncé le décès, déjà, on m'a annoncé le décès au téléphone, tu vois. Et en fait, sur le moment, t'es triste, évidemment. Mais le lendemain, en fait, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Bah, les trucs de base, il sera pas à mon mariage, il verra jamais mes enfants. À part ça, tu vois, pas grand-chose, parce que ma maman avait, à ce moment-là, avec moi et mes frères, tu vois, faut savoir qu'on a toujours été très autonomes tous, avait déjà pris le rôle-là, en fait, de papa. Et du coup, en gros, c'était, je pense, c'est le truc que je me dis. En fait, on ne sait pas, avec mon frère, on se pose la question, on se dit, est-ce que si notre père était là, parce qu'il avait une emprise de fou sur nous, est-ce qu'on aurait pu faire tout ce qu'on pouvait faire? Parce que mon père avait ses compétences, ses certitudes, et du coup, c'était compliqué d'avancer avec quelqu'un qui te met toujours des barrières, tu vois, en fonction de ce qu'il veut faire, tu vois. Genre, même si tu as fait un truc bien, il va te dire, mais maintenant, ça va être comme ça, il faudra faire comme ça, il faudra faire comme ça. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, tu vois, ont ce problème-là, tu vois. Et des fois, avec mon grand-père, j'ai ce problème-là, et je me dis avec mon père et mon grand-père dans le même truc. Des fois, je peux rester 3 mois sans voir mon grand-père, alors que c'est une des personnes que j'aime le plus au monde, tu vois. Mais parce qu'en fait, quand je vais le voir, il est toujours en train de me dire, ouais, fais attention, il y a eu ça. Ouais, fais attention, il y a eu ça. Ouais, alors ça va. Je dis, bah, tu sais qu'on est 100 quand même, tu vois. Enfin, j'ai 100 familles, tu vois, là. Donc voilà. Et il me dit, ouais, mais tu sais, il y a encore ce truc-là, et ce truc-là, et ce truc-là. Je suis, ouais, ok, bon, du coup, j'y vais à Noël, à ses anniversaires, tu vois, c'est obligatoire. Et je l'appelle, tu vois, ou j'appelle ma grand-mère qui me dit de facto comment elle va, parce qu'elle qui est beaucoup plus positive. Mais en fait, c'est toujours ça le problème, tu sais, c'est très compliqué de savoir s'il était là, est-ce que ça serait mieux ou pas. Et objectivement, je pense pas, tu vois. Et c'est très dur de dire ça, tu vois. Mais je pense qu'objectivement, tu vois, je pense que je lui parlerais pas beaucoup plus que ce que je parle aujourd'hui, tu vois. Alors c'est clair que ça ferait plaisir de dingue de kiffer avec son père, tu vois. C'est ouf, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est le futur. Et moi, je suis en train de préparer la suite. Et lui, c'est le passé, tu vois. Ouais, complètement. Je te rejoins et c'est extrêmement intéressant et important ce que tu évoques, l'importance et la puissance de l'entourage, dans le sens positif comme dans le sens négatif dans une certaine mesure, qui peut créer des sortes de barrières mentales et pas dans une démarche malveillante ou autre, mais vraiment uniquement dans une démarche bienveillante, parce qu'on évolue tous dans un paradigme qui est différent, et c'est ce qui fait que certaines personnes vont se sentir un petit peu oppressés, serrés, limités par les conseils de leur entourage et pas forcément les comprendre. Ok, donc tu lances Freshéo, Yes. on a compris pourquoi, comment, etc.
Et là, comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Comment tu les délivres? Moi, j'imagine l'image encore de toi dans cette cuisine chez toi, en train de faire des barquettes, etc. Puis après de les envoyer ou de les livrer toi-même. Explique-nous, parce que c'est assez dingue, sachant qu'aujourd'hui, Freshio, pour faire une petite parenthèse, pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, c'est combien de collaborateurs, c'est combien de repas livrés, c'est combien de chiffres d'affaires par semaine, par mois. C'est colossal. Tu passes sur toutes les télés en Belgique, mais pas que, sur toutes les radios, des articles de presse partout. C'est assez dingue l'évolution. En fait, Freshio, quand j'ai commencé, du coup, comment on commence? En fait, aujourd'hui, j'ai toujours ça. En fait, c'est marrant, tous les vieux entrepreneurs disent ça, mais je pense que chaque entrepreneur va avoir son créneau en fonction de sa génération, tu vois. En fait, moi, quand j'ai commencé à publier sur Facebook. Il y a un truc qui était important dans Freshio, dans le commencement, c'est que mes amis ont acheté directement mon produit. Ouais. Quelques amis, tu vois. Mais 5, c'est assez. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc, je faisais mes menus sur Facebook et je publiais. Et je cuisinais à la maison et j'allais livrer les gens. Mais, à côté de ça, comme je t'ai dit, on avait ce truc du e-commerce. Du coup, on s'est dit, on va faire un suite Shopify propre. On va commencer à faire des pubs Facebook avec les premiers bénéfices. Et en fait, on a commencé comme ça, très localement. Donc voilà, très rapidement, toujours. J'ai fait ça, et comme je te le disais, on en parlait juste en off juste avant. J'ai toujours fait ça. Et tu sais que ça me rend beaucoup plus heureux de réinvestir la majorité de mes profits et de ne pas être payé avec cette structure aujourd'hui et de la voir grandir et de la développer que de faire du profit dans cette structure, tu vois. Parce qu'en fait, l'argent, j'aime ça. Mais je préfère créer. Et en fait, créer, c'est tellement bien, tu vois. Genre, vraiment, tu vois. Genre, je préfère, tu vois, pendant des années avant que je fasse mon cash out de Freshio, tu vois, on était en flux tendu, tu vois. Ça m'allait très bien, tu vois. Donc voilà, après, je me suis marié et encore bon sens long terme, je me suis dit, bon, il y a une opportunité de sortie, on ne sait pas comment ça va aller le marché, ma femme est là. Voilà, comme ça met tout le monde en sécurité une bonne fois pour toutes, tu vois. Et après, tu continues à faire tes histoires. Et en gros, c'est pour ça que je le fais. Mais si tu veux, en fait, je cours après l'argent, tu vois. Mais dès que j'en ai, c'est juste pour développer des projets, tu vois. En fait, je le vois comme un outil, tu vois. Comme des marteaux, comme des clous. Et je me dis, je peux juste construire plein de trucs avec, tu vois. Et c'est juste ça que je me dis. Et du coup, en gros, ça a commencé comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, vraiment, on commence par donc écrire les recettes. Ensuite, publier les recettes sur Internet, faire des photos des plats. On avait notre petit site, mais qui est vraiment un site qui était horrible, hein, mais ça marchait. Les gens choisissaient même pas leur plat et tout. Hein. C'était 3 tailles, S, M et L, tu vois. Choisissais ton pack, je crois que c'était 35, 45, 55 euros à l'époque, tu vois. Et en gros, derrière, en fait, je venais, je te livrais à la maison directement. Et ça a commencé comme ça. 5 clients, 10 clients, 15 clients. Et chaque semaine, je notais sur un mur. Je sais pas si j'ai encore les snaps et tout. Et en fait, chaque semaine, bam, on montait, tu vois. Première semaine, on faisait 1500, 2000, 2500. Et aujourd'hui, ouais, on fait entre 60 et 80 000 euros par semaine, tu vois. Donc voilà, oui, ça a changé un peu, tu vois. Mais fondamentalement, comment je réfléchis sur la même chose, tu vois. Je me dis, ah ben voilà, les chiffres sont plus grands, les collaborateurs sont plus grands, etc. Ouais. On a un peu moins d'une centaine de collaborateurs maintenant. C'est vrai qu'on a... En fait, tu sais, le problème d'une structure qui grandit très vite, c'est qu'en fait, les besoins sont constamment différents. Et le marché aujourd'hui bouge à une vitesse qui est monstrueuse. Tu recrutes ça, tu dis ok, on va en avoir besoin. Ok, pendant 3 mois, tu fais un test, ça marche pas. Ok, tu dois recommencer. Mais ce mec-là avait construit une équipe, tu vois. Du coup, ces équipes aussi, tu dois soit les replacer dans des endroits, soit les séparer, tu vois. Ouais, les remercier, exactement. Quel joli terme, les remercier. Bien joué, Alec. Et du coup, en gros, je me suis retrouvé dans des positions comme ça. Et aujourd'hui, là, ici, comme je te disais, je passe du coq à l'âne, tu vois. Mais on est donc sur cette première année, tu vois, qui est l'année la moins bien depuis le début de Freshio, ce premier trimestre, pardon. Donc voilà. Et où là, ici, déjà en avril, on se sent déjà beaucoup mieux parce qu'on a pris des nouvelles décisions. Et je le disais à mes équipes, tu sais, mes équipiers rigolaient, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai jamais fait. Faut savoir que je suis l'exemple même que l'action paye plus que la réflexion. Je passe toujours à l'action. Toujours. Et hier, tu vois, on finit la réunion avec mes Silvel. Et en gros, je dis, bah voilà, les gars, du coup, j'ai noté tous les points. Et je vous envoie du coup le résumé que j'ai fait avec ChatGPT, tu vois. Voilà, ChatGPT m'aide à rédiger des mails sans faute d'orthographe. Enfin, ils en font quand même quelques-unes, mais bref. Et du coup, ils me disent, mais Marvin, maintenant, t'envoies des mails et tout. Je fais, les gars, on a fait 15% de croissance au premier trimestre. Vous croyez vraiment que je vais me comporter toujours de la même manière? C'est impossible, tu vois. C'est pas possible. Genre, en gros, au bout d'un moment, il faut se bouger, tu vois. Sachant que 15% de croissance premier trimestre, pour toi, c'est une sous-performance. Pour certains qui nous écoutent, peut-être c'est une bonne performance, mais pour toi, c'est une sous-performance. Parce qu'effectivement, sur ces dernières années, t'étais pas sur ce type de croissance. Non, on a toujours fait une croissance à 3 chiffres, tu vois, par an. Donc ça, c'était le minimum. Et du coup, tu vois, et je me dis, mais du coup, et c'était vraiment le message que je voulais leur faire passer, les gars. C'est en fait, on va plus se comporter de la même manière.
Genre, c'est plus possible, tu vois. Ouais. Et si, entre guillemets, vous pouvez pas vous comporter de la nouvelle manière, bah, va falloir trouver des gens qui vont se comporter d'une nouvelle manière. Ouais. Mais en gros, et c'est toujours comme ça, tu vois. Parce que, en fait, si tu veux, et je disais, comme je disais à Alec en off, c'est qu'en fait, oui, on fait 15% de croissance, mais on a augmenté nos prix de 20%. Donc, en termes de marge bénéficiaire, c'est astronomique sur les volumes qu'on a. Quand tu ajoutes 20% à une société qui faisait déjà du profit, c'est monstrueux. Mais c'est nul. C'est nul en fait, c'est nul parce qu'on ne grandit plus, on ne développe plus, on ne crée pas plus de valeur. En tout cas, vous ne grandissez pas à la vitesse que tu désires. Voilà. C'est ça exactement. Et je fais, c'est pas normal, on a des lignes rouges, on a toujours eu des lignes vertes. Et du coup, je dis, il faut changer. C'est le moment où il faut changer, il faut se comporter différemment, il faut appréhender. Je dis, on peut pas, et tu sais, c'est cette vieille phrase, mais qui marche toujours. Tu peux pas te comporter de la même manière, espérer la même chose, ça ne marche pas, tu vois. Espérer Donc, voilà. des résultats différents. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, en gros, on est en train de tout changer à ce niveau-là. Sur les 2 premières semaines, on a changé des équipes, on a remercié des gens. Et du coup, en gros, mais c'est important, tu sais. Le mec que je connais le plus impressionnant, c'est un gars qui était venu en intervenant à Dakar. 200 millions de chiffre d'affaires, 17% d'EBITDA, 100% de croissance sur la dernière année. Donc, ça veut dire que le mec, non, grosso modo, il faisait 180 millions cette année. L'année passée, il faisait 70 millions. Alec. La première fois que j'ai rencontré ce mec, c'était fou. D'ailleurs, c'est pour ça que vous devez toujours être comme... Soyez vous, tu vois. Du coup, pour revenir, je reviens à Jean et puis je remets ma rencontre. Du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que donc, je rencontre ce mec-là. Et ce gars-là a changé 14 fois de CEO sur les 14 derniers mois. Ou sur les 2 dernières années, quelque chose comme ça. 14 fois de CFO, pardon. Excuse-moi, parce que c'est lui le CEO. 14 CFO. Tu te rends compte? Mais on te parle d'une boîte qui a fait 100% de croissance, mais pas avec des centaines de milliers d'euros. Hein. Là, on parle de dizaines de millions, quoi. On parle d'une boîte qui est passée de 70 à 180. C'est un truc de psychopathe, tu vois. Genre, et dans le secteur de l'industriel, enfin, donc, c'est dans le secteur, c'est pas du e-commerce, quoi. Ce qu'il fait, il les produit vraiment, tu vois. Et je me dis, mais en fait, purée. Je me disais, mais est-ce que je suis trop intense quand je remplace les gens un peu trop vite et tout? Le mec, il a remplacé 14 fois le CFO, tu vois. 14 fois, c'est énorme. Et on part d'une boîte qui fait 17% d'EBITDA, tu vois. Donc, en gros, il a de la marge, tu vois. Donc, en fait, si tu veux changer les gens, en fait, il faut savoir que encore une fois, moi, en fait, ma responsabilité, elle est à Freshio. Ma responsabilité, c'est que l'entreprise, elle tourne bien. Et du coup, quand l'entreprise, elle tourne pas comme je veux ou comme elle doit, et ben en fait, en gros, j'ai pas de soucis. Tu vois, beaucoup de gens ont peur de remplacer, etc. etc. Moi, j'ai dû travailler aujourd'hui avec peut-être 200, 300, 400 personnes, tu vois. Peut-être même plus avec les prestats et tout. Mais jamais j'ai eu de problème, en fait, parce qu'en fait, j'ai toujours pris des décisions pour se Freshio. Et en fait, tu sais, c'est marrant parce que toutes les personnes que j'ai remplacées, déjà la plupart, tu vois, et je dis ça, tu vois, la plupart ont rien fait en sortant de Freshio. Rien fait de mieux. Donc voilà, elles étaient en fait à leur max. Donc c'est pas mal d'être à ton max, tu vois. C'est ok, tu peux rester dans ta zone de confort. Mais derrière, tu peux pas rester avec moi alors que tu es à ton max, tu vois. Enfin, en gros, au bout d'un moment, on doit évoluer, tu vois, on doit faire des choses. Et du coup, en gros, tu vois, ce qui était assez fou par rapport à ça, c'est que donc, on développe donc ce projet-là. Et chaque fois, en gros, que ça stagne, ça vient des humains. Chaque fois que ton projet stagne, ça veut dire qu'il n'y a pas les bonnes équipes dedans. Et du coup, on remplace et on change. Et c'est hyper dur parce que tu sais, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'émotionnel, etc. etc. Et même, on s'est surpris encore. Et du coup, maintenant, moi, j'ai un board dans Freshio, tu vois. Et du coup, ce qui permet, dès qu'on a. Par exemple, pour eux, la stagnation, elle vient d'une mauvaise équipe de marketing qu'on a recruté, tu vois. Et fondamentalement, moi, j'étais convaincu que les mecs sont bons, tu vois. Donc, moi, je suis convaincu que les mecs sont bons. Encore aujourd'hui, je suis encore convaincu qu'ils sont bons. Par contre, je crois qu'ils sont pas bons pour Freshio. Et c'est aussi savoir faire cette nuance-là, tu vois, entre est-ce que les mecs sont vraiment mauvais, tu vois, ou est-ce que les mecs sont pas bons, tu vois, pour le truc. Bien sûr. Et tu vois, et toi, on avait eu un peu cette discussion il y a 2 ans, et c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. T'as eu cette intelligence de dire, ouais, en fait, c'est pas pour nous, tu vois. Donc voilà. Mais tout le monde ne peut pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, quand tu deviens client Freshio, c'est pas une voie vers la richesse, tu vois, mais quand tu payes 10-15 000 euros par mois, tu vois, pour un prestat, alors voilà, ça te fait quand même 180 000 balles l'année, t'es bien, hors pair, tu vois. Donc, fatalement, les gens ont plus facilement tendance à dire oui. Mais ce que je veux dire par là, c'était avoir cette intelligence à l'époque que t'as vu. Ça m'avait sidéré d'ailleurs. Franchement, respect, tu vois, parce qu'il faut le faire, tu vois. Ouais. Et du coup. Pour donner du contexte, effectivement, c'était quoi en 2021, parce que je venais de lever des fonds. Ok, 2021. On rentre en contact, on était tout le temps en relation, etc. Tu m'expliques ta problématique. Et là, je te dis, bah écoute, nous, on a l'habitude de faire du consulting. On met en place un contrat de consulting, etc. Tu signes le contrat, tu payes la compte. Tout est carré, on aurait pu continuer. Et chaque consulting, effectivement, démarre par une analyse approfondie de la chose. Et là, nous, on peut encore
se réserver de prendre la décision de on continue pas. Et ce qui compte pour nous, tout comme pour toi, c'est la satisfaction du client au final. Parce que la réputation d'un individu, tu vois, tu parles de long terme bon sens, je suis aussi drivé par ça. Il y a beaucoup de similitudes dans notre parcours, dans des industries qui sont différentes. Et c'est ça, c'est que, en plus, j'allais y revenir parce qu'il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que tous les CEO qu'on accompagne, en général, ils sont présents lors de ces appels. Alors que toi, tu as dit non, moi, j'ai pas le temps, je suis pas dans la réflexion, je suis dans l'action. Faites l'appel avec Nathan, exactement, qui était ton CMO. Ouais. Et il y avait eu aussi un autre collaborateur à un moment donné qui avait rejoint l'appel, il me semble. Peut-être Lionel. Exactement, il me semble. Et du coup, mais je me connecte à la fin, vous me faites un résumé et je serai là pour qu'on valide le truc et qu'on passe à l'action. Donc on finit l'appel. Et là, effectivement, on se rend compte d'un truc, c'est que, en fait, le plan qu'on devait vous partager pour déployer, il était d'une évidence telle dans notre esprit. La plupart des choses, en plus, vous les saviez déjà, c'était qu'une question de temps pour pouvoir les mettre en place. Donc, on a ajouté 2 éléments complémentaires et on t'a clairement dit, voilà, inutile de partir sur une mission de consulting à 3 mois. Voilà ce que vous devez faire. Voilà, en 3-4 heures, on a compris le truc. Voilà exactement ce que vous devez faire et l'appliquer. Et puis, c'est OK, c'est pour ça qu'on s'est retiré. Et ça nous est arrivé seulement 3 fois sur ces 4-5 dernières années où on fait ce type de mission, mais c'est 3 fois qui sont suffisantes pour en fait faire la différence sur le marché, effectivement. Ouais, et tu vois, tu fais ça, tu vois, moi je l'ai dit, je sais pas à combien de personnes, hein. Ce que tu as fait là, je l'ai dit à 20 000 personnes, tu vois. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, tu vois, c'était facile de les prendre ces sous. Franchement, c'était facile, tu vois, vraiment. Tu vois, tu prends 3-4 mois parce que c'est le temps de s'en sortir et tout, tu as pris tes petits 60 balles, tu vois. Et puis ce mec-là, bah voilà, en gros, tu revois plus jamais, etc. Mais bon sens long terme, tu vois. Et ça, tu vois, c'est impressionnant. Enfin bref, donc voilà, et je trouve franchement, c'est pour ça, je te dis, je suis très content aujourd'hui de partager ce moment avec moi parce que tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime parce qu'il fallait le faire, tu vois. Et ça, c'est chaud. Merci. Donc, voilà. Du coup, on en revient. On va dans tous les sens. Ouais. Il y a d'énergie, il y a de choses à raconter. J'adore cet épisode, c'est cool. C'est vraiment une discussion vu qu'on se connaît depuis des années, etc. Tu fais les plats dans la cuisine. Les gens sont contents, ils reçoivent leur menu sur Facebook. Tu viens, tu toques à la porte, tiens ton burger healthy. Bonne app, tu m'en diras des nouvelles. J'ai pas mis de cornichons, c'est pas ça. Et comment les choses évoluent? Parce qu'ensuite, je me souviens, voilà, je vois encore une des premières stories où tu mets tes premières camionnettes, où tu as tes premiers laboratoires, où après tu prends des laboratoires encore plus grands, etc. Pour ceux qui nous écoutent, laboratoires, c'est des cuisines industrielles, etc. pour pouvoir justement faire face à la demande, avec des cabines réfrigérées énormes. Puis maintenant, on le voit à la télé belge, etc. Tu as des journalistes qui viennent justement faire des reportages sur toi et sur ce que tu as mis en place. Explique-nous justement cette évolution et aussi les éventuelles problématiques auxquelles tu as fait face, les challenges auxquels tu as fait face au fur et à mesure du temps, parce qu'encore une fois, on parle d'un business physique ici. Ouais. Alors, je vais essayer de tout faire dans le temps, n'hésite pas à me couper plein de fois, parce qu'à mon avis, je risque d'aller encore dans plein de sens différents. Mais du coup, ça commence de manière vraiment classique, on cuisine, on délivre. Au début, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a recommencé récemment, c'est marrant, comme en fait, tout n'est que des éternels recommencements. En fonction des cycles. J'appelais tous mes clients chaque semaine que j'ai passé une commande. Donc quand il y en avait au début 5, je appelais 5, puis 10, puis 15, puis 20, puis 50. Je crois que peut-être vers 35, 40, j'ai arrêté. Parce que la machine était un peu lancée, tu vois. Donc voilà. Et du coup, en gros, on fait ça. J'appelle. Est-ce que ça va? Tout va bien? Est-ce que vous passez bien votre commande? On n'avait même pas de système d'abonnement à l'époque. Donc voilà. Est-ce que ça va? Tout passe bien, etc. Les premiers mandats de domiciliation de Freshéo, j'allais moi-même, tu vois, avec un papier. Je leur disais, écoute, voilà ton numéro de compte en banque, tu vas te faire livrer chaque semaine. C'était pas des grosses sommes. Et encore aujourd'hui, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus cher qu'à l'époque. Hein. Donc quand j'ai lancé, c'était à peu près 50 €, à peu près en moyenne. Aujourd'hui, on est dans un panier moyen, genre entre 70 et 75, enfin 60 et 75. Donc voilà, mais c'est pas le même service. Enfin, il y a plein de trucs qui ont changé. Mais du coup, c'est 50, 75 par quoi? Par semaine. Par semaine. Avec, donc, ça dépend encore une fois des tailles, des plats, si tu prends les plats très haute qualité, si tu prends les plats un peu moins chers, etc. Ouais. Enfin, mais du coup, en gros, tu varies dans ce panier moyen-là. Mais tu vois, moi, je suis ton client type. Je suis un consommateur de ce type de solution depuis des années maintenant. Je l'ai été en Suisse, je l'ai été à Londres et je le suis encore en ce moment à Dubaï lorsque j'en ai besoin. Et effectivement, tu vois, à chaque fois, tu dis que c'est cher,
dans ton cas, mais ça a toujours été plus cher. J'ai toujours payé plus que ce que tu viens d'évoquer. On est plus sur 500, 600, voire 800 euros par mois. Donc par semaine, tu divises par 4 et on est au-dessus 200 balles. T'avais quoi, 4 ou 5 jours par semaine? 5. 5 jours, ouais. Entrée, plat, dessert petit déjeuner, plat et souper. Et ici à Dubaï, environ 120 euros par semaine, uniquement pour midi, collation, mais une petite barre, un petit truc, soir. Ouais, c'est les prix. En plus, ce qui est bien à Dubaï, je pense qu'à Dubaï, le modèle doit être vraiment bien. Extrêmement concurrentiel, mais par contre très complet. C'est-à-dire que quelle que soit la demande que tu as, le besoin que tu as, tu trouveras une solution qui a été créée pour. C'est clair, tu vois, par exemple, pour moi, c'est pas un marché où j'entrerais parce que les mecs sont beaucoup trop loin, tu vois. Hier, on a été à l'hôtel, on a été faire un after, parce que ma femme, tu vas faire un ramadan. Et du coup, en gros, on va dans un endroit. Et à la fin, tu vois, en gros, le mec, il entend qu'on parle français, un des gars, et il dit, ouais, il vient nous parler en français. Et il dit, oui, du coup, la manager ici, c'est une française. Est-ce que vous avez un retour à faire? Et là, je regarde mon frère, ma femme, et je dis, mais en fait, non, on n'a rien à dire. C'était juste trop bien, tu vois. Donc, le service était parfait. Et pourtant, moi, je suis hyper exigeant, tu vois. Alors, j'hésite jamais à payer, tu vois. On regarde jamais les prix. Donc voilà. Par contre, en gros, tu vois, c'est un truc qui va pas. Je suis vraiment, genre, chiant, tu vois, vraiment. Et du coup, en gros, non, je dis non, en fait, tout était trop bien, merci de demander, tu vois, c'était genre trop bien. Et mon frère, il me dit, ouais, mais en fait, si t'as rien à dire, c'est parce qu'il y a 100 personnes avant qui a posé la même question et qui ont dit, et on est arrivé dans un niveau, tu vois, d'exécution où le gars, les serveurs sont d'une gentillesse, mais monstrueuse ici, mais c'est. Tu sais, des fois, en plus, tu sais, c'est pas comme aux États-Unis, parce que, enfin, je sais pas du tout quelle est la culture du tips ici, tu vois. Mais aux États-Unis, tu vois, les gens sont, gentils. Je sais même pas s'ils sont gentils maintenant là-bas. Ouais, en tout cas, on était à Los Angeles il y a 2 semaines, ils n'étaient pas spécialement gentils. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, derrière, tu sais qu'ils attendent quelque chose. Ici, oui, tu dois, mais tu vas donner parce que tu es quelqu'un de bien, mais tu dois pas donner parce que tu n'es pas obligé, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment fou, tu vois. Donc voilà, quoique là, je le fais parce que je suis en vacances. Si j'étais local ici, évidemment, que, voilà, comme tu as donné des types dans tous les sens, ça risque d'être compliqué. En plus, j'ai jamais de cash. Mais du coup, en gros, ouais, c'était fou la gentillesse du mec. Je me suis dit, purée, ils sont trop loin dans le service ici. Laisse tomber. Tu peux demander des coiffeurs, des machins. C'est limite ancré dans la culture. C'est fou, hein. Même pour ceux qui sont pas locaux, même pour tout le monde c'est ancré. J'en parlais encore hier avec Emmanuel sur différents exemples. C'est assez extraordinaire. Ok, du coup, on en revient à l'évolution. Du coup, j'avance. Du coup, en gros, si tu veux, du coup, on commence comme ça, donc client par client. Et en fait, la boîte a grandi quasiment tout le temps. En 2021, il y a eu un truc qui a changé la vie de la boîte. C'est un passage à RTL TV. Donc RTL TV qui est l'équivalent de TF1 en France. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est l'avant et après ce passage, c'est pas du tout qu'on faisait des meilleurs plats. C'est que là, on a eu de la social proof. En fait, quand tu passes au journal télévisé, bah là, tu étais exposé devant 500 ou 600 000 personnes, tu vois, pour une partie, enfin peut-être même 1 million, parce qu'en fait, tu as 2 journaux, enfin bref. Et en fait, ce soir-là, je me rappelle, j'étais à Manigode en France avec Guillaume et Midi. Et en fait, les commandes sont passées peut-être, à ce moment-là, peut-être en 2020, en fait. On faisait peut-être 15 000, quelque chose comme ça par semaine, à 35 000, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, le soir même, tu vois, ce qui est dans du récurrent, tu vois, qui est monstrueux, tu vois. Enfin, ça fait un pic tout de suite, voilà, ton MRR explose. Et en fait, 2 questions se sont posées. La première, tu vois, qui était la trick, c'est d'où ça venait. Donc, à ce moment-là, on a compris que ça venait du JT. Et la deuxième, c'est est-ce que les gens vont rester, tu vois. Et en fait, c'est ça. Moi, mon angoisse, après ça, tu vois, c'est de se dire, est-ce que les gens vont rester la semaine d'après, tu vois. Et la semaine d'après, et la semaine d'après. Et alors, on passe la 2e semaine, les gens restent. La 3e, les gens restent. Et la 4e, les gens restent et ça repart. Et en fait, on a utilisé ce reportage sur Facebook. Encore à l'heure actuelle, il tourne, tu vois. Bah, maintenant, c'est plus du tout notre meilleur acquise, mais il tourne encore. Il fait encore des acquises, il est bien. Donc voilà. Et en fait, ça a été une des plus grosses sources de croissance de la structure. Donc voilà. Après, derrière, bien évidemment, on a fait tout ce qui se faisait de manière classique. Mais s'il y a un truc qui a vraiment démarqué Fréchot, je pense que c'est ce reportage, tu vois, en totale objectivité. Et ça fait partie des gros coups de chance, tu vois, qui sont arrivés dans ma vie. Et je pense que c'est un jour, tu vois, où je me souviendrai de toute ma vie. Parce qu'en fait, en dehors de l'aspect financier, c'est un truc qui nous a fait passer dans une autre dimension. On a commencé à se faire contacter de partout. Ah oui, t'as vu, celui-là, il fait ça, etc. Et il faut savoir que la Belgique, je pense que c'est comme la Suisse, tu vois, il se passe pas grand-chose. Donc, tu sais, en France, c'est un peu des sauvages, tu vois. Donc, en gros, il se passe toujours plein de trucs. Ils sont en train de laisser poubelles dehors, ils font la grève. Enfin, tu vois, ils aiment s'exprimer, les Français, tu vois. Les Belges et les Suisses, je pense qu'ils sont
ah bah, les Belges ils aiment beaucoup la bière, tu vois, etc. Enfin, on les voit comme des festifs, un peu comme des Gaulois, tu vois. Mais en vrai de vrai, les Belges ils se taisent. Hein. Il n'y a pas de manif en Belgique. Hein. On peut rester 600 jours sans gouvernement, on est tranquille, tu vois. Et je pense qu'en Suisse, en Suisse, d'ailleurs, je trouve que c'est un système qui est mieux fait. On m'a un peu expliqué, etc. C'est génial. Enfin, ça m'étonne pas que le pays se porte bien. Donc voilà. Et du coup, en gros, on avance comme ça, step by step. Et du coup, on a ce reportage en 2021. Et après, du coup, ouais, je pense qu'il y a un truc qui a vraiment bien changé, c'est quand j'ai décidé de prendre en relation presse, en fait, tu vois. Et en fait, le reportage est arrivé de facto par la suite. Et ça, c'est un truc que je connaissais même pas quand j'ai commencé. Mais du coup, si quelqu'un lance un nouveau projet, peut-être après 1 an, attendez un peu d'avoir un peu des choses à raconter, parce que sinon, ça sert à rien. À part si vous êtes une chaîne de restaurants et que vous ouvrez votre énième restaurant, c'est toujours sympa de le dire. Mais le communiqué de presse, j'ai trop sous-estimé, tu sais, dans mon ère internet, j'ai trop sous-estimé la presse locale et physique, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, passer à la télé, génial, ça veut dire qu'on sait qu'il y a de nouvelles personnes. Tu sais, j'ai parlé du franchise il y a peut-être 1 mois quand je suis passé à la télé. Bam, 5 nouveaux contacts. Canada, Los Angeles, Allemagne, Luxembourg, toutes des personnes qui veulent ouvrir un Freshio dans ces pays-là, tu vois. Tu parles à la télé, les gens regardent la télé, hein, il n'y a rien à faire. Les gens qui ont construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui regardent la télé, tu vois. Peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui le font, tu vois, ou qui ont travaillé pour des gens. Donc, il y a toujours des pépites à retrouver comme ça. Donc, la télé, c'est un facteur de plus, quoi. J'ai beaucoup aimé la télé, donc voilà. C'est super intéressant et justement, encore récemment, tu es passé à la télé. Ce genre la semaine passée. Voilà, la semaine passée. Ce genre de passage aujourd'hui a toujours autant d'impact ou... Non, plus du tout. Tu sais, les gens, tu es rentré dans leur tête là ici. Ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que aujourd'hui, je montre, et avec les années, je pourrais encore plus le montrer, que c'était pas un coup de chance. C'est le seul truc que je fais aujourd'hui. Parce que tu dures dans le temps. Ouais, en fait, tu vois, tu sais, je suis arrivé à la télé, il m'a dit, ah ouais, du coup, on avait dit ça l'année passée et tout. Il m'a dit, ouais, on trouvait que c'était ambitieux et tout, mais en fait, au final, tout est fait. Bah ouais, tout est fait en fait. On a même fait mieux en fait. On a même parlé de talent beau. Mais purée, tu sais que je voulais pas hein, ça. Ça par contre, les Français et les Belges sont pareils. Hein. En fait, je suis dans une émission qui s'appelle On n'est pas des pigeons. Tu vois, le thème, tu vois, c'est en fait, ne prenez pas les gens pour des cons, tu vois. Et du coup, en gros, ils font venir dedans. Et en fait, c'est une émission à double tranchant. C'est une émission en fait où, en gros, tu arrives et tu te fais défoncer d'office. C'est obligatoire, tu vois. La première fois, en 2021, tu vois. Ils m'ont posé des questions hyper trash, tu vois. Vraiment, est-ce que vous êtes millionnaire, etc. Mais dire ça à la télé, c'est hardcore. Surtout en Belgique, c'est comme en France. Hein. Donc à ce moment-là, niveau mentalité, c'est pareil, tu vois. Et surtout que t'es jeune. C'est chaud, tu vois. C'est chaud. Après, ma force, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, on en parlait hier encore avec mon petit frère. En fait, aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, pour un client Freshio de se dire, je contribue à ça. Parce qu'en fait, si tu veux, oui, ok, enfin... Des clients, j'en gagne, j'en perds tous les jours. Tous les jours, minimum, j'en perds 5, j'en gagne 10, ou alors des fois j'en perds 10, j'en gagne 5, peu importe. Mais en fait, si tu veux, c'est compliqué pour un client de dire j'ai vraiment un impact dans cette structure, vu que c'est des clients en dizaines d'euros, allez, centaines pour mes meilleurs clients, tu vois. Mais dans une masse qui est telle que, en fait, si tu arrêtes ton abonnement à 70 euros quand je fais 80 000 euros de chiffre, ou même des fois 100 000, tu vois, bah, ça se voit pas. Et si tu arrêtais, en fait, parce que mon service, il n'est pas au top, bah là dans ce cas-là, en tort, des fois j'appelle encore des clients, etc. pour savoir ce genre de choses. Si t'arrêtes parce que t'as vu à la télé que j'avais une Lamborghini, voilà, ça va pas changer grand chose. Et surtout quand tu sais que la démarche derrière, tu vois, c'est pas j'ai une Lamborghini pour une Lamborghini, il faut savoir que je suis ostentatoire sur aucun aspect de ma vie, si ce n'est donc je monte jamais chez moi quasiment, quand on part en vacances, mais en fait ce que je monte c'est les voitures et le lifestyle, mais c'est pour inspirer les gens, tu vois. Donc on essaie d'être dans cet état d'esprit là. Aujourd'hui c'est pour ça que je construis des stories, je fais des trucs, etc. Je mets plus en général juste une photo d'un truc beau ou genre de choses. J'essaie de construire des choses pour que les gens voient un peu. Des fois je mets des voix off derrière, tu vois. Et en fait l'idée c'est de, tu sais, tu parlais au début, tu disais ce message d'espoir. Moi c'est juste ça que je veux renvoyer en fait. Genre en mode faites-le, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas fort à l'école, c'est pas grave. Vous n'êtes pas fort avec les ordinateurs, c'est pas grave aussi. Vous pouvez avoir des gens forts avec des ordinateurs qui travaillent pour vous, tu vois. Et en fait aujourd'hui il y a plus de gens forts qui travaillent derrière des ordinateurs pour des entrepreneurs que l'inverse, tu vois. Et en fait c'est ça que je voulais dire, tu vois. Et surtout si vous êtes noir, tu vois. Et ce qu'on parle souvent avec Emmanuel, il me dit souvent ça. Je lui dis Emmanuel, c'est comment moi j'aime trop Emmanuel, mais vraiment genre de dingue, profondément, tu vois. Et je lui disais, t'es un tel exemple et tout. Il me dit, mais tu sais, toi, quand tu auras mon âge, tu seras encore un meilleur exemple parce qu'en fait, vu que t'es noir, tu vois, et ben en fait, ça va inspirer peut-être encore une différente catégorie de personnes, tu vois. Et je dis, ça t'a posé problème? T'as senti des fois du racisme dans ton parcours? Tout le temps. Tu peux nous en parler? En fait, tu sais, moi, j'ai jamais été de me victimiser et du coup, je vais pas me victimiser parce que, en fait, si tu veux, dans la vie, t'as des cartes, tu vois. Toi, t'as des cartes, tu vois. T'es comme ça. Moi, je suis comme ça. Et en fait, je me suis dit, c'est les cartes avec lesquelles on joue. T'as eu des parents comme ça, j'ai eu des parents comme ça. Peut-être j'ai eu un avantage là, toi t'as eu un désavantage là. Mais l'inverse de l'autre côté, tu vois.
Et en fait, en gros, oui, c'est clair que c'est pas juste. Personne n'est juste, tu vois. Je suis né directement, j'étais gros, tu vois. J'ai dû toujours me battre. Aujourd'hui, quand je mange, quand je bois, je dois toujours réfléchir, tu vois. Mais en gros, si tu veux, j'ai eu d'autres qualités, tu vois. Et en fait, je pense que c'est peut-être un peu trop dur ce que je vais dire, mais je pense qu'on est assez égal, tu vois, sur pas mal de choses. Alors, est-ce que je dis ça parce que moi, j'ai cet esprit qui fonctionne correctement, mais qui fait que je n'ai pas de skills particuliers qui justifient ça comme ça? Mais c'est très compliqué. Mais je pense qu'on a des cartes, tu vois. Je suis noir, c'est un fait. Je ne pourrais rien faire d'autre. Et puis, de toute façon, faut pas se mentir, à partir d'un certain niveau de succès, tous ceux qui me connaissent, t'es plus noir. T'es Marvin. C'est tout. Donc voilà. Par contre, le plus dur, c'est de passer à devenir Marvin et de plus être noir. Mais quand je vais à des endroits, je vais en France, je suis pas du tout connu, ou peu importe, en gros, je suis noir, c'est tout. Tu vois aux États-Unis. Par contre, aux États-Unis, j'ai pas du tout ressenti ça. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais partir. C'est là où je voulais en venir. Ouais, aux États-Unis. Ça dépend des endroits, ça dépend. C'est qu'une question de mentalité, ouais, tu vois. Et c'est pour ça que tu ressens ce truc de, voilà, quand t'es Marvin, tu n'es plus noir. J'utilise ton terme, parce qu'en fait, c'est pas une question de toi qui change, non, c'est une question du cercle dans lequel tu évolues qui change et donc de l'état d'esprit. Tu vois, moi par exemple, à aucun moment je juge quelqu'un par son sexe, son âge, son ethnie, son milieu social ou quoi, parce que je suis au-dessus de ce genre de choses. Mais quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui a une certaine animosité X, Y ou Z, va venir renforcer des croyances sur certains types de personnes, que ce soit lié à l'ethnie ou lié à d'autres choses, hein. Ça peut être des croyances, ça peut être des orientations sexuelles, ça peut être n'importe quoi, eh bien, va devoir exprimer son mécontentement et va l'exprimer en général par de la haine ou par de la diffamation ou par du dénigrement ou par des choses comme ça. Ouais. Et franchement, tu vois, il y a plein de gens, tu vois, qui m'aiment pas et je peux comprendre, tu vois. Franchement, je te jure. Parce que des fois. Pourquoi ils t'aiment pas selon toi? Je sais pas, des fois. Moi, déjà, j'ai une arrogance de base que nos parents nous ont mis, tu vois. Donc, je te dis, pour moi, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc, déjà, je suis arrogant de base. Ça, c'est le start-up. Et derrière, tu vois, après, tu me vois. Enfin, en gros, moi, je dis tout ce que je pense. J'ai pas de filtre. Hein. Donc, en fait, je passe tout, tu vois, en général. Quand je te dis, par exemple, enfin, tu vois, tout ce que je dis en général, on va reprendre un exemple, on va devoir, je sais pas si on va le recouper ou pas, mais quand je te dis coupe ça tout à l'heure, c'est parce que je sais que ça peut. Handicaper cette personne-là, tu vois, ou qu'elle n'a pas envie du tout d'être connue, tu vois. Mais moi, personnellement, tu vois, je m'en fous. En fait, j'en ai rien à foutre parce que si tu veux, mes parents étaient tellement durs avec nous sur certains aspects qu'aujourd'hui, moi, le monde ne me fait pas peur. Parce que chez moi, ça me faisait peur, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, mes parents ont tellement, en fait, cassé tous ces trucs-là. Tu sais, moi, je rentrais à la maison, j'étais un peu plus gros. Mon père m'appelait le bonhomme Michelin, tu vois. Mais si tu veux, moi, je devais le contrer parce que je vais pas me laisser écraser par mon père, tu vois. Et en fait, si tu veux, quand je suis rentré dans le monde, pour moi, les gens dehors, c'est des bisounours. Parce que je sais qu'à la maison, on peut déjà être méchant. Et en fait, nos parents nous ont tellement fortifiés à ça qu'aujourd'hui, on peut quasiment tout vivre. Mais il y a deux types de réactions par rapport à ça. Soit tu te tombes dans mauvaise pression, soit tu deviens comme on est devenu, tu vois, aujourd'hui, tu vois. En fait, même s'ils passent les plus grosses catastrophes, moi, le seul truc qui compte, c'est la santé. C'est le seul truc, tu vois. Tout le reste, je sais que je peux le refaire. Je suis pas attaché à tout ça, en fait. Je suis pas attaché. Donc là, tu me vois aujourd'hui, tu vois, je suis pas attaché. Je m'en fous. En fait. Et en fait, si tu veux, c'est ça. Et grosso modo, ouais, je pense que le fait, tu vois, de pas m'aimer, moi déjà, je pense qu'il faut me connaître, fondamentalement, mais ça, c'est comme tout le monde. Parce que je pense que. Et tu sais, moi, j'ai souvent ça. Je disais, pour moi, il n'y a pas de vrais gens cons. Tu sais, il y a beaucoup de gens, pour moi, qui sont dans leurs croyances, leurs valeurs et tout. Pour moi, il n'y a pas de gens qui existent qui sont cons, tu vois. Alors, il y en a malheureusement, et ça, c'est des handicaps mentaux, donc qui ont une insuffisance. Mais par contre, je pense juste qu'il y a des gens qui ne sont pas informés, tu vois. C'est tout. Tu manques juste d'informations. Mais fondamentalement, je pense que la majorité, quand je dis la majorité, je te prends un 80-20, les cerveaux sont faits pareil, tu vois. Juste, il y en a qui n'ont pas d'informations, tu vois. Et je le dis toujours, tu sais, il y a toujours cet exemple pour moi. Un enfant riche, bien entouré, pas compétent, réussira toujours mieux qu'un enfant pauvre, très compétent, tu vois. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai monté Ultra, tu vois. Parce qu'en fait, j'en avais marre. Mais marre, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, il faut savoir que je suis très honnête avec moi-même, tout le temps. Et c'est une exigence que je me porte tout le temps. Quand je suis gros, je me dis pas, non, espèce de gros sac, hier, t'étais en train de te faire du bien au buffet, tu vois, et ben voilà, le lendemain, t'es là, et t'es gros. Voilà, t'as du mal à rentrer dans ce pantalon, ben t'es gros, c'est de ta faute, tu vois. Et je me parle comme ça, tu vois, et du coup, des fois, c'est pour ça que j'ai pas de filtre envers les gens, tu vois, parce que je suis très, très, très dur avec moi-même. Et si je te rebondis sur ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, je voyais tous ces gens. Et moi, quand quelqu'un est plus fort que moi, j'ai aucun problème à dire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais pas du tout le meilleur au foot, j'étais pas du tout le meilleur aux jeux vidéo, c'est pour ça que j'ai pas. Mais il y a des aspects sur lesquels je sais que je suis pas le meilleur, totalement, tu n'es le meilleur dans rien, il y a toujours quelqu'un qui peut t'éteindre. Mais je me dis, je vois cette personne-là, et sans la dénigrer, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois, je peux pas être moins incompétent qu'eux.
Et je regarde. Et je suis purée, c'est son entourage, tu vois. C'est trop facile. Tu vas à la banque, bam, meilleur banquier, papa qui peut se mettre en garantie, notaire, tu sais déjà qui est le bon. L'achat du bien, on sait qu'on va pas t'arnaquer parce que tu es quelqu'un de bonne famille. Du coup, en gros, si tu fais ça, ben, on va t'éteindre directement. Tu vas te taper les meilleurs avocats. Et je me dis, mais purée, en fait, il fait un entourage. Et une fois, en fait, que maintenant j'ai un entourage, tu vois, ben, la vie est plus simple. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un qui travaille tout le temps. Tout le temps. Je sais pas de morning routine, je me lève, je prends mon téléphone, je me lève avec la lumière bleue, etc. Mais je suis tout le temps en train de bosser, tout le temps. J'ai pas vraiment d'hobby, le seul truc que j'aime c'est les voitures, mais je pense parce que j'étais pauvre et à mon avis quand j'étais petit j'ai dû voir une voiture, ça m'a stimulé. Et depuis j'adore les bagnoles, mais j'adore. Et donc voilà, et du coup et même ça, c'est en train de me passer tout doucement ici, mais bref, on verra la suite. Mais du coup en gros, depuis que je peux travailler avec un entourage qualitatif comme j'ai aujourd'hui, bah, par exemple tu vois, cette année, on va faire potentiellement avec Frécho, je sais pas, moi, entre 5 et 6 millions de chiffres, tu vois. Et ben en gros, je me dis, par exemple, Rachid qui est passé, tu vois, il me dit, Marvin, rachète une boîte. Et je me dis, mais Rachid, doucement. Et toutes les semaines, il me dit, rachète une boîte. Et en fait, là ici, tu vois, je suis en train de regarder pour acheter 3 structures, tu vois, différentes. Une qui fait 4, une qui fait 6 et une qui fait 25, tu vois. Donc vraiment dans des caps différents. Toujours dans le même secteur. Hein. Donc moi, je reste dans ce que je connais, mon sweet spot. Et en gros, s'il n'y avait pas Rachid qui m'appelle tout le temps, qui me dit fais comme ça, rachète, peut-être à un moment, l'idée de racheter une boîte, elle va venir. Mais elle va peut-être venir dans 5 ans. Tu vois. Ouais. Et là, elle m'a fait gagner 5 ans. Ouais. Donc voilà. Et c'est pas rachète une boîte et je te laisse dans la merde. Non, c'est rachète une boîte. On va aller au rendez-vous ensemble, donc il est déjà venu à des rendez-vous avec moi ensemble, on va trouver les financements ensemble, on va faire ça ensemble, etc. Tu vois. Et je te demande 0, parce que je t'aime bien. Tu vois la puissance de l'entourage, tu vois. Parce qu'il pourrait se dire, ah, le petit jeune et tout, je vais me servir, je vais l'aider. Non, il n'y a même pas d'arrière-pensée. Juste en gros, bienveillance, tu vois. Il est beaucoup plus âgé que moi, j'ai l'âge de certains de ses enfants, je pense, ou sa plus âgée, elle a genre 2 ans de différence avec moi, tu vois. Donc voilà. Et c'est l'entourage. Aujourd'hui, tu vois... Emmanuel, par exemple, pour revenir sur un autre qui est passé hier, il m'a ouvert tellement de portes en Belgique. Mais tellement. Tu vois, en fait, ah oui, tu sais, ma femme était chez un fiscaliste il y a une dizaine de jours, tu vois. Et elle dit, ah oui, bah, c'est celui qui a acheté une Lamborghini et qui est toujours avec Emmanuel, tu vois. Donc voilà. Et en fait, Emmanuel a apporté, tu vois, ça, parce qu'Emmanuel, en Belgique, je sais pas du tout comment tu as présenté en podcast, mais enfin, en Belgique, tout le monde le connaît. Et en fait, il a créé cette image de lui. Mais c'est pas tout le monde le connaît, et genre les gens se jettent sur lui et tout. Il a une audience qui est hyper qualitative et tous les gros le connaissent en fait. Tout le monde, les gros, les plus gros assureurs et les plus gros machins. Et je sais pas du tout s'il a parlé de son secteur ou quoi, mais il faut savoir qu'Emmanuel, il a tous les plus gros clients belges qui existent, tu vois. Ouais. Pas de son secteur. Alors tous ceux qui aiment bien ce type d'objet ou de choses, mais du coup en gros, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été, je pense, il y a eu le journal, il y a eu la rencontre avec Emmanuel. Je crois que c'était aussi en 2021, quelque chose comme ça. Et pour revenir du coup sur la rencontre avec donc l'autre personne que je te disais alors, où c'était du Coca-Land, j'arrive un jour, tu vois, c'est une histoire qui est trop marrante. En fait, j'arrive un jour et on est en rallye automobile. Et c'est pour ça que je trouve que la voiture, ça a toujours été un truc intéressant. Parce qu'en fait, ça rassemble. Et parler avec quelqu'un autour d'une passion, ou arriver, si je lui avais dit, si j'étais arrivé dans mon mood d'entrepreneur, ah oui, vous faites combien, vous faites ci, vous faites enfin, j'ai fait ça aussi, tu vois, mais aujourd'hui, tu peux plus faire des belles relations, tu vois, juste avec des affaires, tu vois. Enfin, si, tu peux, mais c'est nul. Voilà, on a cette passion qui est moins naturel. Voilà. Et on parlait vraiment, moi, à l'époque, tu vois, j'avais une petite M2 à 50-60 000 balles. Le gars, lui, il était en pista à 400 000 euros, tu vois, mais on est autour d'une voiture, tu vois. Je me souvien de ta première dans les stories. C'était à l'époque où on s'est rencontrés. Ouais, exactement. C'était mon premier. Comme quoi, j'ai toujours aimé les voitures. C'était mon premier truc. Donc voilà. Et du coup, en gros, tu vois, je rencontre ce mec-là. Je connaissais déjà Emmanuel, mais pas du tout comme maintenant. On s'était déjà vu. Emmanuel, c'est quelqu'un qui est hyper gentil. Du coup, il m'avait donné l'heure, tu vois, en gros, et on avait discuté, etc. Et bref. Donc voilà, je connais, mais bonjour, comment tu vas, etc. Ça va, tu vois bien. Et du coup, on est dans ce rallye automobile. Donc voilà, avec cette personne qui, objectivement, Alex, je crois qu'elle doit peser plus de 500 millions d'euros, sans la valeur des actions de sa boîte qui va bientôt dépasser 1 milliard, tu vois. Donc je pense dans les 2 à 3 prochaines années, tu vois. Mais le gars, hyper simple, machin, bazar et tout, il te parle, enfin, en fait, j'aurais jamais pu le voir, tu vois. Et pourtant, Dieu se sait comme je vois ces trucs-là d'habitude.
Je vois qu'il a une pista, mais je me dis, voilà, j'ai une pista. Et je crois qu'il y a 2 ans, il a sorti une Bugatti, tu vois, ou 1 an, il a sorti une Bugatti. Donc voilà. Et du coup, en gros, on arrive dans ce repas, on est en train de manger un burger, pas ici. Et je sais plus de comment on parle, et on arrive à se demander comment on fait, tu vois. Il me dit, voilà, je suis dans ce secteur-là, mais il débite pas plus. Et du coup, bah, moi, je débite. À ce moment-là, j'avais encore plus d'énergie que maintenant, parce que je viens de commencer dans le truc. Et voilà, je fais comme ci, je fais comme ça, je fais ci, je fais ça. Et à un moment, je lui dis, bah, du coup, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir la Flandre, je vais ouvrir le Luxembourg, je vais ouvrir l'Allemagne, et puis dans 3 ans, je pars aux États-Unis. Tu vois. En fait, moi, j'ai toujours eu le même plan. En 2025, je vais partir aux États-Unis. En 2018, je disais déjà, tu vois, je vais revendre ma boîte 100 millions et je pars aux États-Unis. Tu vois, bah, that's it. Ça n'a jamais changé ma perspective, etc. Et du coup, en gros, je rencontre ce mec-là, on parle et tout. Et puis, 2 choses, il me dit. La première, il me dit, tu vas trop vite dans ton développement. Mais moi, à l'époque, tu me dis pas ça. Enfin, j'étais encore plus jeune, plus arrogant, plus machin, moins humble. C'est qui celui-là? Ils seront pour qui? Il a sa boîte en Belgique, il a qui à me dire, tu vois? Je savais pas du tout. Et du coup, je parle et tout, mais toujours, j'ai argumenté avec respect. Et mes arguments, en fait, n'étaient pas un non-sens complet, tu vois. Donc, en fait, je lui explique comment je fais, mes levées de fonds, mes machins, mes trucs et tout. Et je lui explique que ça marche, je l'ai déjà fait, etc. Et j'explique ma boîte, j'explique tout, etc. Il vient, il s'intéresse, on discute beaucoup et tout. Et puis à la fin, plus ou moins, on discutait tout, mais ça montait un peu, tu vois, mais on n'était pas en dispute, on était toujours dans un taux comme maintenant. Je lui dis, mais de toute façon, enfin voilà, je crois qu'à la fin, j'ai quand même compris qu'il y avait un peu d'argent, parce que je lui dis, mais si on te propose 200 millions pour ta structure, tu vends? Il me dit non. Et je crois que je monte jusque 500, tu vois, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, en gros, je m'énerve un peu, parce que je me dis, mais le gars, il joue avec mes pieds, tu vois, arrête de déconner, gros, enfin... T'as 55 ans, 60 ans. C'est un très bel homme. Il est très en forme. Et franchement, respect. J'aimerais trop ressembler à ce mec quand je serai plus âgé. Et du coup, je me dis, mais reprends ton pactole et pars, quoi, tu vois. Et du coup, il me fait 2 réflexions. Du coup, il me dit, tu te développes beaucoup trop vite. Il avait raison. Et il me dit, ça sert à rien de vendre. Tu vas faire quoi avec l'argent, tu vois. Mais moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit, tu crois que je suis comme toi, que j'ai déjà mis tout le monde à l'abri et que tout va bien, que j'ai acheté ma maison? J'ai même pas de maison. Donc, en gros, non. Enfin, bien sûr que je vais vendre et je vais prendre mon argent. Et en fait, en gros, on arrive et à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ben, je m'énerve et je lui dis, mais tu vas vendre, tu vois. Enfin, et il veut pas vendre, tu vois. Et Emmanuel vient me voir, tu vois, et la discussion, c'est comme ça. Et il vient, il me dit comme ça, tout doucement dans l'oreille, il me dit, c'est peut-être parce qu'il les a déjà. Et là, je me dis, purée, c'est qui celui-là? Et alors, ce qui est fou, tu vois, c'est que du coup, il remonte dans la voiture. Et du coup, mais j'ai vraiment été hyper transparent, un peu comme je te parle maintenant, tu vois, je lui disais tout ce que je faisais et tout. Et du coup, il me dit, ouais, il t'a beaucoup aimé, il veut que tu viennes le voir au bureau, tu vois. Et à l'époque, je pense que je parlais avec lui, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un, aujourd'hui encore, tu vois, Emmanuel, il a une très bonne relation avec lui, mais au début, quand je l'ai rencontré il y a peut-être 3 ou 4 ans, tu parlais encore en direct avec lui, tu vois. Aujourd'hui, tu peux plus parler. Enfin, si, les messages, bon anniversaire, nouvel an, etc. Mais si tu veux un rendez-vous, c'est pas possible de faire un rendez-vous comme ça. Donc, en gros, il me dit, bah voilà, vous voyez avec ma secrétaire, et je crois qu'à ce moment-là, il avait pris le rendez-vous lui-même. Et du coup, en gros, je le renvoie, il me dit, il t'a beaucoup aimé, voilà, c'est ça qu'il dit. Il dit, il t'a beaucoup aimé, il voudrait bien te revoir, etc. Va au bureau. Ok, ça va. Et du coup, je vais au bureau. Et ce jour-là, ça m'avait marqué. On te parle d'un mec, Alec, qui devait faire, ouais, peut-être 70 millions à l'époque, mais qui a déjà revendu une boîte à l'époque. Hein. C'était pas en fait, il refaisait, donc là, il faisait 70 millions, tu vois, enfin 70, désolé de redire ça, je vois 70, bah toi, tu comprends de toute façon. Ah bah, la méchanceté des gens aussi. Mais en gros, il avait déjà revendu une boîte, il était déjà très très loin dans sa vie, tu vois. Et j'arrive, tu vois, et il me dit, bah voilà, tu peux parler, un peu comme maintenant. Et il prend son carnet, hop. Et pendant 1h30, je débite, tu vois. Et il note, et il dit rien. Et je me suis dit, je suis revenu avec ma femme, quand je suis revenu, j'ai dit, ma femme, purée, il m'a eu, tu vois. Genre, en fait, j'ai rien pu demander, tu vois. C'est lui qui m'a volé toutes les informations, tu vois. Et en fait, ça s'est fini comme ça. Et après, on a gardé super bon contact. Tous les 3 mois, il me demandait de faire le suivi de Freshéo par rapport à ses éditions et tout. Mais, tu vois, j'ai ce contact-là, et j'en parlais, je crois, avec Mathieu. Et je lui dis, il me dit, ouais, j'aimerais trop le revoir, tu vois. Parce que je lui dis, ouais, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en décembre. Et je lui fais, moi aussi j'ai envie de le revoir, Mathieu. Mais quand je vais le voir, si on parle de voiture et tout, c'est génial. Mais je fais franchement, est-ce que j'ai envie de le déranger avec mes problèmes avec une boîte, tu vois, qui fait quelques millions, bientôt dizaines de millions d'euros par an, alors que le gars il est en centaines de millions, je vais le déranger, tu vois. Franchement, est-ce que j'ai envie, tu vois, de passer pour un bouffon, tu vois, alors que potentiellement dans 5 ou 10 ans, je peux lui parler de vraies problématiques, me rappeler de lui et me dire, bon sens long terme, tu vois, et me dire, il est venu, il m'a pas parasité, tu vois, avec ses problèmes à la con, tu vois, alors qu'en fait, résout ses problèmes là, tout seul,
et ensuite viens me parler quand tu seras à la hauteur de pouvoir venir me parler, tu vois. Mais ça, les gens n'ont pas ce bon sens-là, tu vois. Ils se prennent pour je sais pas qui, tu vois. Non, t'es rien du tout. On est rien. Moi, je suis rien, en tout cas, tu vois. Et jamais de la vie, à part c'est pour parler de voiture, c'est pour souhaiter bonne année, etc. Ou pour aller manger juste un bout et discuter de tout et de rien. Mais tu me verras, tu vois. Et pareil, par exemple, avec Emmanuel Rachid, je parle jamais d'immobilier avec Rachid, je parle jamais de son secteur avec Emmanuel, parce que je n'ai aucune pertinence. Et tu vas passer pour un abruti, tu vois. Mais il faut le savoir, tu vois. Alors, je dis pas que dans 5 ans, j'aurai pas aucune pertinence, parce que quand tu es dans le même volume d'affaires que ces gens-là, tu vois, c'est pas un souci, tu vois. Et même, je disais, tu vois, si je rachète toutes les structures que je vais racheter, je me retrouve avec une structure qui fait 40 millions de chiffres par an, tu vois. Jamais de la vie, pendant les 1 à 2 premières années, tant que je maîtrise cette structure, je vais m'asseoir à la table des mecs. Enfin, si je m'assois en enfant, en tant que voilà, j'ai racheté ça, je suis dans ça, voilà ce que je peux faire, mais est-ce que vous pouvez m'aider, tu vois. Toujours, peu importe le niveau, etc. Parce que tu vois, il y a toujours, je te dis, cette arrogance, etc. Mais il faut savoir être humble et savoir qu'on n'est pas du tout les meilleurs. Il y a plein de choses à apprendre, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, par exemple, je passe pas beaucoup plus de temps avec lui, malgré que, tu vois, il me relance, il me dit oui, viens, enfin. Viens, on parle, etc. Mais non, je vais te déranger. Et lui, c'est un mec super gentil, etc. Alors viens, si je peux te donner des informations sur ce qui se passe dans le marché. Et ça, je le fais minimum 1 fois par an, tu vois. Voilà, ça c'est le tendance, voilà comment j'ai grossi ça, etc., etc. Voilà comment j'ai fait la croissance, etc. Mais je vais pas venir pour commencer à t'expliquer mes problèmes. Je vais régler mes problèmes tout seul. Ouais, ou avec des gens adaptés, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est super intéressant, c'est super smart la façon dont tu gères également les relations interpersonnelles que tu cultives. C'est vraiment le terme, hein. Cultiver des relations comme cultiver un champ, un terrain, peu importe, c'est hyper important. Semer des graines et puis savoir quand est-ce que c'est le bon moment, entre guillemets, pour récolter. Appeler. Exactement. Tu parlais tout à l'heure du cash out, où tu as pu mettre la daronne à l'abri. Donc, explique-nous cette phase, parce que pour la plupart des gens qui démarrent dans l'entrepreneuriat, notamment les jeunes, ils veulent justement mettre en place un projet, un business, réussir à le faire marcher, puis ensuite l'étape ultime, c'est le valoriser, le revendre, tout ou partie. Toi, tu en as vendu une partie, justement, tu as valorisé un certain montant, tu as vendu une partie, et puis tu as pu ensuite disposer d'un certain capital qui fait qu'aujourd'hui, tu es assez serein financièrement, tu peux voir sur plusieurs années à l'avance, et puis te permettre de te concentrer vraiment sur la croissance et tes différents projets. Comment ça s'est passé? Comment tu as valorisé ta structure? Et finalement, qu'est-ce que tu as pu en dégager? Alors, en fait, du coup, pour faire étape par étape, comment ça s'est passé? Déjà, c'est en général les meilleurs, que ce soit les levées de fonds ou les cash out, c'est quand les gens viennent vers toi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça faisait. Ce qui était important aussi, c'est que moi, j'ai voulu le faire direct. Tu sais, à l'époque, Oussama qui est avec nous, j'écoutais moi beaucoup. Hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup Oussama. J'écoutais beaucoup ce qu'il disait et tout. Et je me disais, purée, il faut que je fasse une levée de fonds, machin, bazar. Je crois que c'était en 2018-2019, il y avait 10 000 vues sur ces vidéos à l'époque. Hein. Et du coup, en gros, il disait, ouais, il faut faire ça, faut faire ça. Et j'allais voir mon invest de l'époque, qui est là aussi, que je vais te présenter, que tu vas beaucoup aimer, qui est pour moi un des gars qui, objectivement, est le plus brillant, tu vois, je pense, de ce groupe. No offense aux autres, tu vois, c'est juste qu'en fait, si tu veux, dans ses prédispositions de base, il a tout ce qu'il faut. Et dans l'entrepreneuriat, c'est comme dans le sport. Hein. Si tu as des bonnes prédispositions, tu peux tout faire. Alors, le seul problème, c'est sa santé. Et c'est le seul truc sur lequel j'aimerais bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il est en surpoids. Et moi, à l'époque, je lui ai dit, t'inquiète, je vais te faire maigrir, tu vois. Échec. Total. Parce qu'en fait, il écoutait personne. Il était toujours au resto, etc. Et je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est un des gars qui deviendra milliardaire, tu vois. Donc voilà. À voir, en fait. Il y a des gros challenges familiaux, etc. Donc c'est peut-être le seul truc qui le freine, mais bref. Du coup, en gros, ce mec-là, en fait, à l'époque, qui avait déjà une très belle réussite, me dit non, lève pas de fond, tu vois. Apprends à faire sans. Apprends à faire sans. Apprends à faire sans. Et ça a été vraiment genre mon grand frère, etc. Et apprends à faire sans, apprends à faire sans, apprends à faire sans. Du coup, j'apprends à faire sans pendant 3 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et on fait 100. On fait 100% de croissance par an, donc on fait 100. Et puis en 2019, il sort, tu vois, enfin je suis pas dans les étapes, mais en gros il sort et Guillaume Malguer qui prend le relais, tu vois. Il sort du capital. Ouais, il sort du capital. Lui il fait une exit, je crois, x8, x12, quelque chose comme ça, tu vois, donc super bien. En termes de montant, j'ai pas envie de te dire de bêtises, tu vois. Si tu veux, faudrait que j'ouvre le livre départ, etc. Mais faut pas que je te dise n'importe quoi. Mais grosso modo, il est rentré en dizaines de milliers et est sorti en centaines de milliers, tu vois, dans ces eaux-là, tu vois. D'accord. Du coup, en gros, Guillaume, du coup, rentre dans ce moment-là. Et du coup, Greg dit à Guillaume, garde la même directrice pour le gamin, tu vois, ou pour moi. Ne lui donne lui que s'il a besoin.
Et du coup, Guillaume qui vient me voir à l'époque et qui me dit, écoute, tu peux avoir 500 000 euros à disposition et voilà l'enveloppe que je t'ouvre. Et tu dois juste me dire quand tu les prends, tu vois. Donc voilà. En gros, j'arrive, et pour finir, ce qui est très drôle, je prends dans cette enveloppe. À la fin, je prends quelque chose comme 80 000 euros, quelque chose comme ça, sur les 500 000, parce que j'ai appris à faire ça. Et puis, tu sais, t'as pas demandé. Et puis, Guillaume, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, et je voulais pas. Je sais comment il a gagné son argent, tu vois. Je sais qu'il n'a pas hérité de son argent. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un compte courant qui est remboursé, je pense. Donc, on l'a fait en compte courant, on n'a pas fait en augmentation de capital, qui est remboursé à peu près aux 3/4, tu vois. Donc, il reste quasiment plus rien à lui rembourser sur ce compte courant-là. Et ça, je suis très content, parce que je sais que voilà, c'est pas de l'argent qu'il a chié, tu vois. Enfin, il a galéré, comme nous tous, pour l'avoir. Et puis, il l'a mis à disposition, parce qu'à cette période-là, il avait beaucoup plus de succès, et je lui en souhaite encore beaucoup plus. Et donc, de là, en gros, on fonctionne comme ça. Et en 2021, je dis, Guillaume, je pense que là, je suis prêt. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses. Je pense qu'on devrait partir pour une petite levée de fonds, tu vois. Petite, j'ai envie de faire, je dis 500 000, je crois que c'est bien. Jusqu'à présent, dans ma vie Fréchéo, j'avais peut-être utilisé un petit 100 000 euros de fonds extra, tu vois. Donc voilà. Et la majorité était déjà plus ou moins remboursée. Ou alors, en fait, si tu veux, par exemple, les 80 numéros de Guillaume, c'est des camionnettes, tu vois. Donc en fait, oui, mais j'ai pas mis 80 000 euros en ads Facebook, tu vois. Ouais. Ça n'a jamais été la politique. On a toujours fait des ads avec les sous de la boîte. Et du coup, c'était dans de l'actif, tu vois. C'est des trucs que je pouvais revendre, etc. T'avais peut-être 20% de valeur, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, la décote, je peux l'assumer. Ouais, toujours cette responsabilité. Faut savoir qu'aujourd'hui, chacun de mes actionnaires dans Fréchéo, je peux les payer. Il y en a aucun que je peux pas rembourser, tu vois. Au minimum, au montant qu'ils sont rentrés, tu vois. Parce qu'en fait, je me dis, mais à quel moment, genre, les mecs, ils ont mis leur argent et on va pas leur rendre et on se dit, hasta la vista, etc. Non, c'est mort. Genre, t'as pris leur argent, tu vas leur rembourser leur argent, tu vois. Et du coup, en gros, on rentre en 2021 et en fait, faire une augmentation de capital, ça m'a apporté beaucoup. Et je disais la même phrase à tout le monde. Je leur disais, j'ai pas besoin de vous pour vivre, je suis déjà profitable. Le seul truc qu'on va faire, c'est grandir plus vite et grâce à vous, je vais grandir plus vite. Donc voilà, c'est tout. Et je leur dis, moi, c'est que j'ai besoin de cette expérience. Et en fait, du coup, j'ai fait entrer 10 entrepreneurs dedans. Et pour la smart money, quoi. Exactement. Ce concept est trop peu maîtrisé par la plupart et valorisé par la plupart des entrepreneurs qui veulent aller vers la levée de fonds, qui voient juste le chiffre et le nombre de zéros à la fin, et puis du coup le lifestyle qu'ils veulent absolument vivre. Mais finalement, c'est extrêmement important. Il fait partie de ces rares qui m'ont d'abord parlé de qualité des investisseurs qu'ils voulaient, plutôt que de somme, de montant et de quantité. Ouais. Et du coup, en gros, j'avais ces gens-là qui étaient là, donc voilà, dans différents secteurs, différentes industries. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait encore une autre chouette rencontre qui sont rentrés également dans mon capital. C'est Owen et William Simona. Donc voilà, qui sont des gens, qui sont des gens juste incroyables. Que je trouve. Owen, je pense aussi également, c'est un mec qui peut devenir milliardaire. Si, entre guillemets, le marché lui permettra. C'est un mec brillant. Son frère, il est brillant aussi et ils ont un super bon entourage. Donc je lui souhaite. Enfin, je leur souhaite à tous les deux même. Donc voilà, à ce moment-là, je rencontre donc Owen. Et eux qui étaient un peu plus avancés que moi dans ça, parce qu'ils avaient déjà des structures, des équipes, etc. Et je dis, purée, parfait. Et en fait, il y avait tout le monde qui avait j'étais plus avancé que moi dans tous les domaines. Fatalement, quand tu mettais. Je crois qu'on avait pris des tickets de 50 000, tu vois. Donc voilà. Et derrière, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que donc, on a levé, je crois, 500 000 euros, 505 000 euros, tu vois. Donc, quelque chose comme ça. Pour une valo à combien à l'époque? Il me semble que c'est un peu plus. En fait, ça va être 10 millions et des poussières, tu vois, genre 10 millions 400, 10 millions 600, quelque chose comme ça. Et après, il fallait rajouter l'argent. Donc je crois que c'est prémoni qu'on dit. Toi, je suis tellement mauvais dans ces termes-là, parce que j'ai rien géré, le cabinet de M&A a tout géré. Donc voilà, faut savoir où est ta place, tu vois. Donc voilà, du coup, on fait ça, etc. On lève ses fonds. On fait nos comités. Et en fait, ça a apporté tellement à la boîte. En fait, ça apportait tellement parce que du coup, j'ai toujours eu des comptes à rendre à des gens. Au début, j'avais des comptes à rendre à Greg, à Guillaume et Emily. En fait, ils me demandent rien. Aujourd'hui, Guillaume, tu lui parles de Fréchéo, si tu lui demandes Fréchéo, je fais confiance à Marvin, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai toujours été transparent, j'ai toujours donné les comptes, j'ai toujours donné les Excel, les sheets, enfin tout ce que j'ai en fait, tu vois. Et jamais de ma vie, tu vois, aujourd'hui, j'ai des voitures de sport, j'ai machin, j'ai des trucs. Jamais de la vie, j'ai pris un bal dans cette boîte pour, entre guillemets, mes trucs personnels, tu vois. Et ça, en fait, c'est un truc qui se voit. Donc, en fait, si tu veux, quand tu es 100% transparence, encore une fois, c'est beaucoup plus facile, tu vois. La vie était beaucoup plus simple. Et donc, du coup, j'ai ce comité-là, et du coup, on a commencé à créer des comités stratégiques, en fait. Et 2 fois par an, on se réunit, le prochain, il est en mai. J'ai également ici, tout récemment, je passe toujours du coq à l'âne, l'ancien CEO de Sodexo,
qui va rejoindre donc Freshio, qui a géré tout le Benelux, etc. Donc, et qui est en train, lui, encore d'apporter de la valeur et de la structure, etc. Et une vraie gouvernance d'entreprise, tu vois. Et je suis encore en train de m'extraire de plus en plus, parce qu'il faut savoir que je suis de moins en moins compétent dans cette structure, tu vois. J'insuffle la vision, l'énergie et les actions, mais au bout d'un moment, il faut des compétences. Ouais. Et du coup, il faut savoir où est ta place, encore une fois. C'est une autre échelle, surtout. Tu veux créer de la franchise, de développer dans d'autres pays, etc. J'ai tellement de choses encore à voir avec toi, c'est incroyable. Il y a un truc également, on en parlait parce que tu m'as offert l'honneur d'intervenir dans mon prochain livre qui n'est pas sorti au moment où... Tu m'as offert l'honneur d'y être. Je te remercie. Qui n'est pas encore sorti au moment où justement on fait cet épisode, mais il est précommandé. Il est ici, ouais. Mais et du coup, tu évoquais un concept justement, un des différents éléments que tu évoques dans le bouquin. Dans l'interview pour le bouquin, c'est qu'il y a un truc que tu regardes à chaque fois, que ce soit le matin tôt lorsque tu es en déplacement ou le soir lorsque tu es chez toi. Reporting. C'est ça, SAV. Le reporting SAV. Ouais, toujours. Pourquoi c'est aussi important à tes yeux? J'ai connaissance du sujet, mais pour celles et ceux qui nous écoutent. Les clients, c'est juste, j'ai toujours dit un truc. En fait, si tu veux, mes équipes sont devenues très autonomes aujourd'hui dans Freshio. Parce qu'en fait, je leur dis, vous devez prendre une décision. Est-ce que, en fait, ils viennent au début, tu vois, oui, Marvin, est-ce que je peux faire ça, etc. Je dis, écoute, arrête de me poser la question. Est-ce que la décision, elle est bien pour les clients ou pas? Oui, non. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, chez Freshio, on a une politique de remboursement à 100%, tu vois. En gros, t'es pas content, on a foiré de notre côté, n'abuse pas, tu vois, mais on a foiré de notre côté, je rembourse direct. Parce qu'en fait, si tu veux, si c'est de notre faute, il n'y a aucune raison en fait qu'on garde ton argent, tu vois. Donc, quitte à des fois être dans des situations compliquées, on l'a déjà fait. Mais en gros, si tu veux, c'est prendre des décisions pour les clients. Aujourd'hui, moi, la seule métrique que je regarde dans Freshio, c'est les clients. Peu importe, je regarde juste les commentaires en fait. Si, je regarde évidemment mes chiffres, etc. Ouais, je suis parti pour ça. Et si tu regardes, je vais même montrer mon téléphone après. Le dernier message, c'est moi qui l'ai envoyé. Hier soir, vers peut-être 1h30 du matin, je vois qu'il y a 3 clients qui sont partis hier. Et dans les deux, qu'est-ce qui était marqué? Ne correspond pas à ses attentes. Ouais, voilà, ce qui était marqué. Et je veux plus de détails, tu vois. Enfin, genre, ne correspond pas à ses attentes, c'est pas un reporting valable. Et du coup, en gros, je voulais plus de détails dans ces informations-là. Parce que ne correspond pas à ses attentes, tu vois, tu peux rien faire à ça. Tu peux pas réagir, tu vois. Alors évidemment, des fois, tu peux pas réagir. Pars à l'hôpital, pars en vacances, fais ceci, fais cela. Voilà, c'est des trucs de base comme le prix, etc. On essaie d'ajuster, d'aligner. Mais du coup, ouais, c'est le plus important. Toujours. Il faut jamais perdre des clients de vue. Jamais. Satisfaction client. Toujours. First. En fait, je dis toujours à ma femme, je dis, tu vois, écoute, dis-toi qu'on a de l'argent, en fait, les problèmes, on règle et on paye, tu vois. C'est pas un problème, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui voudrait bien être payé pour régler ce problème. J'ai fait, mais le plus important, c'est de le faire rentrer, l'argent. Ouais. Après, on verra. Tu travailles avec ta femme? Oui et non. En fait, tu vois, on a des rôles très différents dans la structure. Ok. En fait, ma femme fait un rôle que j'ai jamais fait, que c'est toujours mes associés qui ont fait, etc. C'est le rôle de l'aspect fiscalité, légalité, comptabilité. Il faut savoir qu'elle est avocate fiscaliste de formation. Donc voilà. Et puis ma femme voulait travailler en fait. Donc voilà. Moi maintenant, en gros, entre guillemets, on aspire à avoir des enfants l'année prochaine, tu vois. Je vois le temps que ça prend avec mes petits frères juste. Merci. Et du coup, en gros, je lui dis, écoute, il va falloir qu'on mette en place des personnes supplémentaires parce que je fais aujourd'hui, tu travailles trop. Je sais que t'aimes ça. Et jamais de la vie, tu vois. C'est-à-dire que je dis, ma femme, j'aime vraiment trop ma femme, tu vois. Donc vraiment, de fou. Maintenant, en gros, ce que je lui dis toujours, c'est que, en fait, elle veut travailler énormément, tu vois. Ma femme, c'est une acharnée de travail. Elle travaille, je pense, même plus que moi, tu vois, en termes de tâches. Et je lui dis, mais quand on va avoir des enfants, tu vois, on va avoir un problème. Alors, tu sais, il y a différentes visions que les gens ont par rapport à ça, tu vois. Moi, j'ai une vision 50-50 dans tout. Donc voilà, si je dois me lever la nuit, donc voilà, je me lèverai la nuit. Si je dois changer les pampers, je changerai les pampers. Si je dois après aller au foot, j'irai au foot. Et si je ne peux pas l'assumer moi, je paierai quelqu'un qui va aller à ma place, tu vois. Mais je vais jamais dire, c'est tes enfants, tu dois t'en occuper, etc. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai remarqué un truc, une erreur que beaucoup de gens font avec les enfants. Tu sais, on est entrepreneur, on n'a pas le temps, on fait notre truc, on vit pour nous, mais quand on est là, on met tout le monde bien, tu vois. Mais en fait, le plus important avec tes enfants, c'est d'être là. Et en gros, moi, je le vois bien, si j'avais pas pu passer, par exemple, plein de moments difficiles avec mes parents, mais je connaîtrais pas mes parents, en fait. Et je leur en voudrais, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, tu vois, te dire,
En fait, tu vois, les enfants, c'est comme nous. Hein. On est les moyennes des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tes enfants passent leur temps, par exemple, j'ai dit, si mes enfants passent leur temps avec toi, c'est très bien, tu vois, je serais content. Mais ils vont faire que ressembler à toi. Du coup, moi, je veux qu'ils me ressemblent aussi un peu. Ouais. Donc, en gros, il faut passer du temps avec ses enfants. Et aujourd'hui, pour moi, un vrai bon chef de famille, et de toute façon, je l'ai vu avec Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui passe du temps avec ses enfants. Tu n'es pas un chef de famille parce que tu es toujours partout, tu payes la maison. En fait, c'est débile. Tu es en train de perdre du temps. Bon sens long terme. Mes enfants, ça tombe, vont faire beaucoup mieux que moi. Et je suis même sûr qu'ils vont faire beaucoup mieux que moi. Donc, je préfère m'arrêter peut-être à 250, 500 millions, même si j'aspire à devenir milliardaire, tu vois. Et au moins, passer du temps avec mes enfants, ils aillent faire leur milliard, tu vois. C'est pas un souci. Mais il faut qu'ils soient formés correctement et intelligemment. Parce que sinon, en fait, claquer de l'argent, ça va très vite. Hein. Les bateaux, les avions, ça coûte très cher. Hein. Donc, même les vacances, etc. Donc, en fait, l'argent qu'on aura créé, tu vois. Et moi, je suis dans une politique, en fait, où je veux laisser zéro aujourd'hui. Donc, en fait, ils ont intérêt à se bouger, sinon ils n'auront rien. Et je peux tout cramer aussi. C'est pas un problème. C'est avec plaisir, tu vois. On aura travaillé comme des chiens avec ma femme. Donc, franchement, on va se régaler. Donc voilà. Et du coup, en gros, j'ai vraiment prévu de les former, tu vois. Les former, je veux passer du temps avec eux et tout. Et du coup, en gros, c'est hyper important pour moi qu'ils passent du temps avec ma femme et avec moi. Et du coup, l'idée, ça va être de mettre en place de plus en plus une gouvernance dans nos différentes structures pour qu'on ais du temps avec les enfants. J'ai jamais été de ceux qui disent je veux rentrer à 18h, etc., etc. Mais il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école. Et en fait, si je rentre pas à 18h, c'est parce que je préfère travailler, en vrai de vrai. Mais la réalité, c'est que j'ai pas envie d'arrêter à 18h. Mais je vais devoir arrêter à 18h pour aller chercher mes enfants à l'école, passer du temps, voir comment ça a été, leur inculquer du mindset, leur dire que c'est les meilleurs, qu'ils doivent avancer, qu'ils doivent créer, qu'ils doivent travailler dur à l'école, etc. Et qu'ils doivent faire des choses, tu vois. S'ils sont pas bons à l'école, ils feront autre chose. C'est pas un problème. Mais passer du temps avec ses enfants, pour moi, c'est hyper important. Et pour moi, ça serait plus dur. Et ce que je veux dire, c'est fou parce que la plupart des gens ne pensent pas comme ça. Mais évidemment, je suis fait différemment des gens, tu vois. Comme toi, comme plein d'autres gens, tu vois. Moi, passer du temps avec les enfants, c'est plus dur que de ne pas passer du temps avec eux, tu vois. Que d'arriver, de rincer tout le monde et de partir, tu vois. Genre, j'adore faire ça, tu vois, parce que c'est facile. Tu viens, tu passes un moment de dingue pendant 1 heure et puis tu pars et tu retournes tout seul. J'adore passer du temps tout seul avec moi-même. J'adore passer du temps tout seul. Donc voilà. Et du coup, en gros, passer du temps avec mes enfants, ça va être très dur pour moi. Parce qu'en fait, les enfants, c'est un peu lent, ça repose les questions. Tu vois, et je suis quelqu'un qui va vite, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, ça va être mon challenge quand ils seront là. Si on nous permet d'en avoir, bien entendu. Ça serait donc de pouvoir passer du temps avec eux et de les éduquer, de les former, de passer au moins 1 heure ou 2 par jour, quoi. Et ça va être mon nouveau travail, quoi. Parce que ce sera la suite, bon sens long terme. Ouais. On reste dans le thème de la famille. Tu as lancé Freshéo avec ton frère, ton petit frère. Et du coup, au bout d'un moment, vos chemins se séparent. Yes. Comment on gère ça? Parce que gérer un conflit d'associés, c'est déjà compliqué, ouais. Ou en tout cas à un moment donné où les associés veulent se séparer parce que c'est des visions peut-être divergentes. Tu as peut-être un associé qui a une vision extraordinaire de la boîte, puis un autre qui veut faire autre chose. Enfin, peu importe, tu vas nous l'expliquer. Mais j'imagine, selon ma perception, que c'est encore plus compliqué quand il s'agit de la famille. Comment est-ce que tu as géré ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous raconter cette période? J'ai géré ça très mal. Donc voilà, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à l'époque, je pense que mon frère devait avoir peut-être 25% de Freshéo et moi j'avais le reste. C'est comme ça. En fait, on a construit 2 sociétés le même jour. Une qui servait à son e-commerce, tu vois, et une qui servait donc à Freshéo. Et mon frère, malgré que je trouve que c'est un gars qui est beaucoup plus intelligent que moi, n'a pas cette faculté de penser long terme. Je pense bon sens, il a du bon sens, mais long terme, il n'a pas le long terme. Et à l'époque, lui gagne très bien sa vie avec du e-commerce. Et il comprend pas pourquoi il doit travailler dans cette structure qui est Freshéo, tu vois. Il comprend pas. Et ça clash. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, écoute, en fait, malgré que je savais pas du tout comment on faisait un Shopify, Facebook, Google et tout, comme je te disais précédemment ou comme je le fais actuellement, t'es pas la bonne personne pour Freshéo, en fait, tu vois. On était tout petit à l'époque, hein. Je sais pas, moi, on faisait 15 000 € par mois, tu vois, j'en sais rien, je sais plus. Et je lui dis, pars, tu vois. En gros, et il dit non, tu vois. Et du coup, ça clash, etc. Et puis, je sais plus comment on fait, mais en gros, je rachète ses parts. Donc voilà, mais ça se termine pas bien, tu vois. Enfin, vraiment pas bien du tout. Et on se parle plus pendant X années. Et, ça se compte en années? Ouais, ça se compte en années. On s'est plus parlé pendant 1 an ou 2, tu vois. Okay. Donc voilà. Et du coup, on a eu un problème commun, familial, qui a fait qu'on a dû se parler de facto parce que la situation était très compliquée. Donc voilà, et pour cette personne, on a dû être là. Et à ce moment-là, en fait, lui a grandi.
il a compris beaucoup de choses aussi, parce qu'il faut savoir que je suis en tort sur la manière dont j'ai clôturé cette histoire, parce que moi je clôture les histoires très vite, très fort, et je peux faire très mal. Mais dans le fondamental, en fait, j'avais raison. Et lui a compris, en fait, que j'avais raison. Donc moi, la manière était mauvaise, mais la raison était bonne. Et en fait, moi... Le fond était bon, la forme ne l'était pas. Exactement. Et je suis très mauvais dans la forme. Tu verras quand je m'exprime, etc. Je peux dire des fois ou faire des choses. Faire non, mais dire... En fait, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est juste que c'est sorti comme ça, tu vois. Et du coup, en gros, lui a eu l'intelligence de dire qu'en fait, dans le fond, j'avais l'intelligence. Enfin, que j'avais raison. Et que moi, je lui dis, dans la forme, tu sais très bien que je sais pas m'exprimer. Donc, en gros, enfin, je l'ai mal fait. Mais en gros, je m'excuse aussi. Mais enfin, voilà. En fait, ça s'est fait comme ça. Et je pense que pour mon frère, c'est beaucoup mieux, malgré que c'est difficile pour lui, tu vois, mais de rester à côté de moi. Donc moi, j'ai jamais voulu écraser mon frère ou quoi. Donc voilà, je vais toujours faire mieux que lui, parce que c'est l'esprit de compétition que nos parents nous ont inculqué. Mais en gros, j'ai toujours su qu'il était plus intelligent que moi. Enfin, il avait plein de trucs qui étaient vraiment bien. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, depuis qu'on est ensemble, on avance d'office beaucoup plus vite, parce qu'en fait, lui a ses compétences, lui a ses réflexions, et moi j'ai les miennes. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Donc voilà. Et puis, j'ai ce truc que mon frère n'a pas, et qui a beaucoup plus tiré de mes parents, mais parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents, où j'ai vraiment ce truc où moi, je suis assis, tu vois. Je suis assis, enfin, j'ai des employés, j'ai une boîte, j'ai de l'immobilier, enfin, tu vois. Et mon frère, lui, est beaucoup plus dans... fast life, tu vois. Il a vécu à Londres, il a vécu ici à Dubaï. Là, pour le moment, il est en Belgique, mais c'est pas trop. Enfin, tu vois, il aime bien bouger, tu vois. Il aime bien faire des choses. Moi, je suis marié, enfin, tu vois, c'est tous des trucs qui sont super terre à terre, tu vois. Et c'est mon grand-père qui m'a transmis toutes ces valeurs. Et aujourd'hui, en fait, tu vois, on a résolu ce conflit, mais on était jeunes, Alec. Franchement, on était super jeunes, hein. Enfin, 20 ans, 21 ans, sans bruit pour une dispute d'associés. Enfin, je pense que cette histoire n'avait même pas de sens, tu vois. Donc voilà. Et on était juste beaucoup trop jeunes, pas informés. Mais par contre, on en parlait hier dans la voiture. Pour moi, s'associer en famille, c'est la meilleure chose. Parce qu'en fait, le business le plus dur, c'est déjà cette durée, mais surtout, c'est d'avoir confiance en tout le monde. Et aujourd'hui, quand mon frère et moi on travaille, on sait très bien pourquoi on travaille. On travaille certes pour nous mettre de manière confortable, mais on travaille pour pouvoir emmener les petits avec nous à Dubaï, pour pouvoir mettre notre maman correctement, pour pouvoir lui plus tard payer sa maison, pour pouvoir moi plus tard payer ma maison, parce qu'on a une maison, tu vois. Donc voilà, je suis pas convaincu de ça. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on travaille dans la même direction. Et aujourd'hui, tu vois, ma femme, en fait, de facto, tu sais, il y a des gens, je suis pas un croyant. Donc voilà, je crois en quelque chose de plus fort que nous. Je crois en le fait que j'ai la chance d'avoir mon papa qui est toujours avec moi dans certaines de mes décisions, etc. Et je sais pas si c'est artificiel ou si c'est réel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, ma femme, tu vois, c'était genre obligé que ça soit elle. Et en fait, si tu veux, quand je l'ai rencontrée, je savais que c'était elle. Mais je savais même pas ce qu'elle faisait, machin, bazar et tout. Et après, j'apprends à découvrir. Il faut savoir que ma femme, du coup, est d'origine arabe, tu vois. Et du coup, en gros, tous ses frères, tu vois, tous, à part un, qui est le plus grand, mais que j'ai jamais rencontré, sont en train de faire des études, tu vois, dans des secteurs qui sont complémentaires. Donc c'est vraiment les mecs hyper scolaires. Là, actuellement, il y en a un qui est en train de faire un MBA à Boston, etc. Et en fait, si tu veux, dans une famille d'étrangers, pour que ça arrive, avant même qu'on décide de se marier, tout, parce qu'il faut savoir que dans la religion musulmane, etc., c'est pas du tout la même chose. En fait, quand on a ouvert tout, en fait, c'est genre, c'était comme ça, genre, tu vois. L'évidence. C'était trop une évidence, mais vraiment trop facile. Aujourd'hui, chacun de ses frères ou sœurs travaille dans une structure différente, tu vois. Et alors, évidemment, on les améliore, on les perfectionne, et quand on voit qu'ils sont dépassés, c'est pas parce que c'est nos frères et nos sœurs que, voilà. Aujourd'hui, j'hésite pas à taper sur les doigts de mon frère. Lui, n'hésite pas à me faire des remarques. Il faut savoir qu'on écoute énormément nos frères et nos sœurs. Parce que, aussi, tu sais, la force, aujourd'hui, quand tu gagnes beaucoup d'argent, quand tu fais des choses, passes à la télé, peu importe, quand tu dégages une certaine aura, les gens ont peur de te dire des choses. Hier, pendant 1 heure, je suis sur le balcon avec mon frère, il dit, je pense que ça, je l'ai mal fait, ça, je l'ai mal fait, ça, je l'ai mal fait. Et lui, il me dit, ouais, ça, c'était comme ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien, c'était pas bien. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai plus cette chance, tu sais, le jour où on perdra, enfin, où j'espère, en tout cas, j'espère partir avant lui, tu vois. Mais le jour, par exemple, où je perdais mon frère, tu vois, je perdrais une des seules personnes, tu vois, qui ose me dire les choses vraiment, tu vois. Si j'ai été une merde, tu vois, il me dit, t'as été une merde, franchement, ça c'est pas du tout, mec. Vraiment pas, tu vois. Et il y a personne aujourd'hui qui ose me dire ça. Mais mon frère, il s'en fout, tu vois. Enfin, on se lavait tout nu quand on avait 4 ans, tu vois. Aujourd'hui, on est toujours là.
Et jamais de la vie, tu vois, il va me considérer d'une manière différente. Et je pense que c'est pour ça que le travail en famille est aussi important. Quand il n'y a pas de trucs malsains, il faut savoir que nos parents nous ont vraiment éduqués comme ça. Donc on était vraiment genre, tous soudés, on a eu des galères, des machins, des trucs et tout. Et pour ma femme, c'est pareil. Et du coup, quand il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de truc, le travail en famille, c'est beaucoup plus simple. En fait, si tu veux, on est une équipe aujourd'hui de 5 ou 10 en famille, tu vois, dans différentes structures. Et en fait, dès que, tu sais, dans Préchéo, les ouvriers qui parlent mal, tu vois, etc., ça remonte. Donc on prend pas des décisions par rapport à ce qu'ils nous disent. Mais on a l'info que lui, on sait qu'en cas de problème, on peut le remercier facilement. Donc voilà. C'est le nouveau mot. Ah, j'adore ce mot. Donc voilà. Et le travail en famille te permet de vraiment simplifier les choses. Et puis on a de la chance, c'est aussi bien ma femme que moi, malgré qu'on n'est pas du tout les aînés. Enfin, moi je suis l'aîné dans ma fratrie, mais elle non. D'être les piliers de ça. Et du coup, malgré qu'en gros, on a cette position en fait où peu importe qu'aujourd'hui, voilà, on a nos moyens financiers, on a toujours été la personne de référence, tu vois. Aujourd'hui, on est les personnes de référence, mais on peut donner plus que des conseils, tu vois. On peut vraiment aider. Mon frère, quand il a été aux États-Unis, ma femme m'a dit, bah ouais, évidemment qu'on va l'aider, tu vois. Enfin, il n'y a même pas de débat. Et prends même les meilleurs, tu vois. Enfin, prends tout ce qu'il y a de mieux, quoi. Parce qu'en fait, ça va revenir après. En gros, après, on va peut-être le mettre à la tête de nos boîtes ou peut-être même à la tête de toutes nos structures, tu vois. Et c'est lui qui va gérer tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, il est parti se former pour faire ça. Et en fait, tout ça, c'est la suite logique. C'est comme ça qu'on va préparer les enfants, etc., etc. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir au moins 5 enfants, tu vois. À la base, j'en voulais 2. Mais je me suis dit, au final, tu sais, c'est très bien tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va laisser sur terre à part nos enfants? Ouais. Ouais, c'est très intéressant tout ce que tu évoques, ça donne du sens. On voit une certaine maturité qui se dégage de toi. T'as quel âge? 25 ans? Ouais, 25. Ouais, c'est rare d'avoir des gens aussi matures que toi à cet âge, et ça fait plaisir de t'avoir ici encore une fois. Il y a aussi un autre sujet, c'est au niveau du déploiement international. Tu en parles rapidement, tu l'évoques, c'est un projet, c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vois le potentiel et ça s'intègre dans la suite de la vision du bébé. Mais avant ça, et les différents pays que tu comptes potentiellement ouvrir, je sais notamment que Los Angeles, les USA, c'est un projet qui se concrétise. Il y en a d'autres justement qui sont en cours. Tu avais ouvert aussi en France. Ouais. Et en France, du coup, ça a été un premier test. J'ai cru comprendre par différents échanges, discussions qu'on a eu ensemble que ça s'était pas forcément bien passé. Est-ce que tu peux du coup nous partager les leçons que tu as pu tirer de cette expérience qui s'est moins bien passée dans ton expansion à l'international? Alors, je pense qu'il y a vraiment une leçon. Et les gens doivent juste se concentrer sur ça. Ouais. Quand on s'est développé en France, on n'avait pas les bonnes personnes. Okay. Aujourd'hui, si mon développement se passe aux États-Unis, je n'ai pas les bonnes personnes. En fait, ton succès n'est que à des personnes que tu vas rencontrer. Alors évidemment qu'il y aura l'aspect technique, l'aspect pratique, etc. Mais en fait, ce que les gens doivent comprendre, s'ils devaient se concentrer sur un truc, c'est avoir des bonnes relations partout. Parce qu'en fait, les gens, tout vient des gens. Tout vient des gens. Et en gros, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. La France, ça s'est pas bien passé. On n'a pas été bien conseillé. J'ai été un peu trop optimiste. Et puis en fait, je me suis rendu compte que mon plus gros concurrent perd 9 millions par an, tu vois. Au bout d'un moment, je peux pas concurrencer un mec qui perd 9 millions par an. C'est pas pour le chiffre que tu fais rentrer. Et en fait, je négocie jamais le premier mois. Parce qu'en fait, tu vois, tu vas arriver, tu vas le négocier, il va dans une belle position. En fait, fais tes preuves. En vrai, j'ai la chance, j'aurais pas fait ça il y a X années, tu vois. Il y a X années, je lui disais, monte avec moi dans le bateau, dès que je peux te donner plus, je te donnerai plus, tu vois. Mais viens, actuellement, on va faire ça. Et à X années, je vendais beaucoup plus une vision, tu vois. Aujourd'hui, je vends toujours la vision. Seulement, au bout d'un moment, quand tu travailles avec des gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, oui, la vision, c'est bien, mais ces gens-là, ils ont des responsabilités. Donc, en fait, la vision, oui, fine, c'est tant mieux s'il y a une vision. Mais c'est mieux si tu me payes quand même, tu vois. Donc, en gros, si tu veux, aujourd'hui, il y a ça. Et en fait, je ne discute plus les salaires, par exemple, des sales. Hein. Donc, les autres, c'est des barèmes. C'est une secrétaire, c'est une secrétaire. Un machin, c'est un machin. Un DG, c'est un DG. Un CEO, tu sais que, voilà, par exemple, François, qui est en train de travailler ici, par exemple, là, il est en train de prendre mon rôle, tu vois. Du coup, là, actuellement, il est payé normalement, mais après, du coup, il va être indiqué à la performance annuelle, tu vois, enfin, trimestrielle, semestrielle et ensuite annuelle, tu vois. Vu que moi, je m'en occupe plus, ben, c'est normal que quelqu'un soit payé au moins, j'espère, 2, 3, 400 000 euros par an, tu vois, pour pouvoir faire mon boulot. Et du coup, derrière, en fait, tu vois, tu auras ces structures-là qui sont en train donc, de se mettre en place. Mais pour les sales, pour moi, alors c'est fou ce que je dis à chaque fois, mais si le gars, il arrive et te dit, je veux autant, bah, paye-le. Et en fait, juste montre-lui à combien il doit faire rentrer dans la boîte, en fait, pour faire ça. Et du coup, en fait, ça facilite les choses. Et après, du coup, tu fais une indice de performance. Et moi, je trouve que si tu veux que ton sales soit bien content, essaie de lui toujours leur donner une bonne part du gâteau. Parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est du bonus, tu vois. On va faire rentrer... En fait, si tu veux, je suis pas aussi... Ouais, ça, c'est ma philosophie, tu vois. Mais ce que je disais, je suis plus dans la création que dans l'argent.
je suis pas celui qui va te prendre le dernier pourcent, le dernier centime, le dernier machin, etc. Je veux que les choses soient justes, tu vois. Je veux que ça soit juste, ça c'est hyper important pour moi, dans ma juste philosophie. dans ma philosophie et dans ma définition du juste, parce que ma définition du juste n'est pas bonne. Ma définition du juste est par rapport à tout ce que j'ai appris dans ma vie et de ce que je définis bien ou pas bien, tu vois. Et du coup, en gros, je me dis, ok, si ce mec-là, il vaut autant, mais il me dit, il vaut 9 000 € brut, bah voilà, écoute, tu dois faire minimum rentrer ça. Et voilà, à partir de ce moment-là, tu as X% du chiffre d'affaires. À partir de ce moment-là, tu as X% du chiffre d'affaires, plus voyage, plus machin, plus truc. Et après, on avance comme ça, quoi. Donc voilà. Après, en fait, si tu veux, et c'est la transparence, encore une fois, tu vois. Quand tu dis, écoute, voilà combien je prends, tu vois, bah voilà, c'est tout. Enfin, donc voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans une ère, c'est compliqué de plus être transparent. C'est très compliqué, hein. Toutes les informations sont partout, etc. Tout ce que je t'ai dit dans ce podcast au niveau des chiffres sont vérifiables sur la BNB belge. Hein. Donc tu vois, tu mets Marvin Fréchéo, tu vois, hop, c'est bon, tu peux tout voir. Hein. Donc voilà. Justement, parlons également, merci, c'est super intéressant et j'apprécie énormément cet échange. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent auront autant de plaisir à écouter cet épisode que je n'ai à le faire. S'ils aiment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils aiment cet épisode? Mettre un like. Un like, les 5 étoiles, le partager, les 5 étoiles sur Apple Podcast, le commentaire, bien sûr. Obligé. Non, même nous, on va le partager très très fort cet épisode parce que franchement, c'est d'une rare qualité. Tu parles de transparence, tu parlais avant justement d'éthique, de vision, tu partages énormément sur tes réseaux sociaux. Et il y a un sujet qui fâche un petit peu, c'est justement certains types de personnes à Dubaï. J'ai l'impression que... Non, je vais t'expliquer clairement, ça m'énerve. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une frustration en moi. En fait, ces gens-là me frustrent. Pourquoi? Je vois des gens... Déjà, quel type de personnes? On va dire... J'ai pas envie de mettre tous les influenceurs dans le même sac, tu vois. Ouais. On va les appeler les influ-voleurs comme ils se font appeler, tu vois. Les gens de la télé-réalité... Ils ont fait un sacrifice. Ils se sont quand même montrés, etc. Ce qu'ils font de leur image après, c'est leur problème. Limite, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est pas top. Quand ils commencent à... C'est des gens de la télé-réalité, c'est pas des entrepreneurs. Je trouve ça dommage qu'ils soient en train d'escroquer plein de gens. Mais j'ai envie de te dire, leur notoriété, ils l'ont mérité. Enfin, le monde n'est pas un endroit assez fou pour donner des choses des gens qui ne le méritent pas, tu vois. Donc, ils l'ont mérité, leur notoriété. Mais pour moi, ces gens... Alors, ce que je veux dire, je suis biaisé parce que j'ai parlé à quelqu'un qui m'a donné cette idée en tête. Mais c'est le diable. En fait, il promouvoit tout ce qu'il y a de pire sur Terre. De pire. Parce que moi, qui suis fan de voitures, oui, c'est bien les voitures. Mais c'est bien si tu roules dedans, tu fais des rallyes automobiles, tu vas en Italie, tu rencontres des gens, tu fais des échanges, etc. C'est pas bien pour frimer. C'est pas fait pour frimer, tu vois. Tu peux le faire, et c'est comme ça que c'est fait, mais et en fait, la chirurgie, les machins, et moi, en fait, si tu veux, moi j'aime bien les réseaux sociaux, j'aime beaucoup les réseaux sociaux, donc voilà, mais j'ai envie que mes enfants aussi, ils aillent sur les réseaux sociaux, mais si mes enfants, qui n'ont pas toutes les informations, tu sais, on a des gens dans le mastermind, tu ne douterais pas, leurs enfants regardent les réseaux sociaux, malgré que leurs parents sont successful, ils te disent, tu vois, je vais me lancer dans le trading. Je te jure, Alex, je te jure, je te dirai en off après, c'est un truc de psychopathe. Ton père, ta mère est quelqu'un d'extrêmement successful, tu te dis, je vais me lancer dans le trading. Gros, c'est-à-dire qu'ils arrivent même à rentrer dans la tête de nos enfants, tu vois. Et en fait, derrière, j'ai deux frustrations. Je pense que la première, c'est que je déteste l'injustice. Et ça, c'est un truc qui... Donc, c'est pas juste, tu vois. Et derrière, tu vois, je me dis, mais en fait, ces gens sont incompétents. Ils sont en train de mentir, voler, tricher. Ça me dégoûte en fait d'une force de dingue, mais c'est parce que c'est contre tout ce que je fais, tu vois. Donc voilà, alors je suis pas un saint, hein, qu'on enlève bien les images de ça, tu vois. Donc voilà, ça m'arrive de faire des erreurs, mais j'essaie de les reconnaître. Et ces gens-là, c'est toujours, tu sais, la même ethnie, tu vois. Donc voilà, que ça porte, que ce soit des Noirs, des Arabes, peu importe, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Et c'est toujours pareil. Et en fait, ça nous pousse, ça nous tire vers le bas. Parce qu'en fait, tu vois pas assez de gens, par exemple, comme Rachid, tu vois. Parce qu'ils n'ont même pas envie d'être en avant, tu vois. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que quand ils vont voir Rachid, ils vont comparer avec un mec comme ça, tu vois. Quand ils vont me voir moi, ils vont me voir comme ça, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et... Ce que t'aimes pas, c'est les raccourcis que ça crée dans l'esprit des gens et les étiquettes que ça met. Ouais. Et puis même, j'ai pas envie que ces gens, tu vois. Je préférais que des femmes de ménage soient payées plus cher, des métiers honorables, tu vois. Ça m'énerve, en fait, tu vois. Ça me rend fou. Ça me rend fou parce que ils créent pas de valeur, ils arnaquent les gens. Et je me dis, mais purée. Faut arrêter ça, quoi. Et en France, ça commence à passer exactement. Et puis, tu sais, ils font vraiment les malins. Et je me dis, mais purée, ça me dégoûte. Alors, un truc qui me rassure, et ça, je l'ai appris, je sais que dans 2 ans, il n'y aura plus personne, tu vois. C'est sûr et certain. C'est juste sur le moment, tu vois, ça me dérange.
Donc voilà, comme on l'a vu même avec les plus gros, tu vois. On a vu par exemple même Laurent Millionnaire, tu vois. Même les plus gros tombent, tu vois. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, en gros, je trouve ça, c'est en fait ce que j'aime pas chez eux, en dehors de l'aspect que je te dis, ça crée une frustration chez moi, c'est que ça influence les enfants et les plus jeunes. Moi, je vois mes petits frères, des fois, ils tombent sur ce genre de vidéos, etc., tu vois. Et mon petit frère, il a 10 ans, enfin l'autre il a 9 ans, donc ils sont trop jeunes pour faire la distinction du bien, du mal. Est-ce que l'argent que Marvin gagne est différent que l'argent que ce mec-là gagne? Est-ce que, en fait, au final, de l'argent pour l'argent, ah ouais, mais ils ont tous les deux une voiture. Oui, ok, ils ont tous les deux une voiture. Et ils partent tous les deux là-bas. Oui, oui, mais en fait, c'est pas la même chose, tu vois. Donc c'est pas la même manière de le faire. Et je pense que la manière, c'est important. En tout cas, dans ma vision, tu vois. J'ai toujours préféré être, comment dire... tu sais, il y a des gens qui disent il faut choisir l'argent ou la gloire, toi, ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai toujours préféré la gloire. J'ai eu ce besoin de reconnaissance, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai un besoin de reconnaissance beaucoup plus important, comme on avait la majorité des gens. Donc voilà. Et du coup, en gros, c'est ce message-là, ça influence les jeunes. Ça me dégoûte personnellement. Et ouais, si je disais, d'ailleurs, moi, Booba, je suis fan de ce qu'il a fait, tu vois. Et s'il y avait eu une cagnotte pour payer, dis-toi, tellement c'est profond en moi, tu vois. S'il y avait eu une cagnotte pour payer, pour pouvoir continuer à avancer dans les démarches de saison, j'aurais payé, tu vois. Tellement, je trouve, tu sais, pour moi, ton passage sur Terre doit être résumé à est-ce que la vie de cette personne a été plus positive que s'il n'était pas né. Et pour moi, ces gens-là, c'est le diable, tu vois, clairement. Parce qu'en fait, ils promouvoient tout. Et pour les influenceurs, beaucoup d'influenceurs aussi, c'est l'équivalent. Ils promouvoient que des mauvaises choses, tu vois. Genre, en gros, ils vont expliquer, tu vois, tu sais, ils vont expliquer aux filles, c'est important de faire de la chirurgie, de se maquiller, de machin. Tous les gars qui sont en place que je connais, leurs femmes, elles se maquillent un peu vite fait, mais c'est pour elles n'ont pas de chirurgie, tu vois. Elles en ont pas. Donc ça n'existe pas. Personne veut se marier avec une fille qui chirurgie de partout. Tu vois, personne. Tout le monde la veut pour un soir, pour 2, pour 3 pour les plus ambitieux. Personne veut se marier avec une femme qui a un compte OnlyFans. Mais personne, mais qui va faire ça, tu vois? Mais il y a des audacieux, tu vois. Ouais. Regarde, Kanye West, il a voulu faire une dinguerie, tu vois, se marier avec cette meuf-là. Voilà ce que ça a coûté, il est dans la folie. On dit qu'il est fou, tu vois. Donc en fait, si tu veux, ils influencent mal, ils dirigent mal tout le monde, tu vois. Et les gens, sous prétexte que c'est des... Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai montré ma Lamborghini, tu vois. L'épisode, il sort quand? On peut parler des deux. Ah, ok. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai montré 2 Lamborghini. Et pour vraiment dire aux gens, arrêtez de croire que ce que ces gens-là racontent, c'est vrai, parce que c'est pas réel. C'est pas la réalité. C'est pas vrai. C'est des tricheurs, c'est des menteurs, tu vois. Les voitures, c'est... Pour déjà, maintenant, actuellement, c'est un actif, donc tu gagnes de l'argent. Moi, je vais gagner 50 000 euros sur mon Urus, quasiment 100 000 euros sur mon Huracan, tu vois. Si je la vendais direct, hein, donc je vais les rouler un peu, donc il faut prendre ce que je dis avec peut-être 25% de décote, tu vois. Et du coup, en gros, c'est surtout pour vous permettre de... Faites les choses bien, vous pouvez avoir les mêmes. Faites les choses bien, vous pouvez avoir les mêmes, c'est tout. Genre, faites un vrai service, créez des vrais emplois, payez des impôts dans votre pays, fonctionnez d'une bonne manière, tu vois. Et vous pourrez avoir les mêmes. C'est pas un problème, en fait, tu vois. Tu peux optimiser, etc., faire du mieux. Et c'est ce message-là, en fait, tu vois. Et du coup, ouais, les influenceurs, ouais, me dérangent à ce niveau-là, parce que ça m'a jamais dérangé, en fait, les influenceurs, tu vois. C'est cool. On a toujours été influencés par plein de choses, tu sais. On parlait, j'arrive, j'étais en train de regarder un Desperate Housewives, mais à coule pas. Donc voilà. Mais du coup, en gros, on a toujours été influencés par les gens. Ouais. Donc voilà. Mais être influencé par ces espèces d'envoyés du diable, là, tu vois, ça me dérange, en fait. Ça me dérange de dingue, parce que ils influencent mal tout le monde, tu vois. Ouais, je vois. Justement, parlons d'influence. Tu influences, je trouve, en bien beaucoup de gens. Tu as un message d'espoir, comme je l'ai dit en début d'épisode. Et avec ces presque 2 heures d'échange, ça ne fait que le confirmer. Aujourd'hui, tu as la preuve vivante que n'importe qui que l'on soit, quoi que l'on fasse, peu importe d'où l'on vient, on peut vraiment atteindre un niveau de succès selon ses ambitions et se donner les moyens d'eux. On peut garder cette phrase-là parce que c'est exactement pour ça que je le fais. Donc, c'est mon message. Non, mais c'est la vérité et tu l'incarnes parfaitement. L'objectif est atteint et ce n'est que le début par rapport à ce que tu mets en place, ce que tu fais, et tu mérites d'avoir encore plus de visibilité. Et c'est aussi pour ça que je suis heureux de t'inviter sur le podcast, parce que ça permettra à des milliers, dizaines de milliers de personnes, je l'espère, que cet épisode aura des dizaines de milliers de vues, si ce n'est plus, parce qu'il en a besoin et c'est une bonne chose. Il faut nous aider, les gars. Et du coup, ma question est, qu'est-ce que tu donnerais comme message, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur, un jeune entrepreneur, pour qu'ils suivent davantage la voie que tu as suivie, celle justement du long terme et du bon sens, plutôt que du quick, quoi, du money fast? Alors, j'ai
j'ai cette chance d'avoir donc... Enfin, en fait, ce que j'aimerais que cette personne comprenne, c'est qu'elle prenne une personne qu'elle aime beaucoup, qu'elle respecte, et pour qui elle a beaucoup d'estime. Moi, en l'occurrence, tu vois, c'était mes parents, ma maman. Et j'aimerais que quand elle raconte ce qu'elle fait, comment elle fait son argent, comment elle gagne son argent, qu'elle puisse le dire à sa maman et la regarder dans les yeux, tu vois. Et en fait, tu vois, oui, comme on disait, mettre bien la daronne, etc., c'est bien. Mais tu sais, il faut savoir que c'est mieux d'être une bonne personne, tu vois. En fait, tout le monde aura beaucoup... En fait, comme je disais à la base, c'est ton passage sur Terre doit être quelque chose de positif pour les gens. Ça sert à rien d'avoir volé, triché, d'utiliser, d'avoir utilisé les meilleures voitures, les meilleures maisons, etc. Mais de ne pas être aimé. Alors, tu peux ne pas être aimé parce que, ben voilà, des fois, il y a des gens dans les affaires, tu vois, qui sont plus vifs que d'autres. Mais ça, c'est les jeux. Enfin, c'est les jeux des affaires. Tu vois, on t'a pas arnaqué, on t'a pas volé. T'as juste été plus vif que les autres. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais arnaquer, voler, tricher, en fait, c'est tellement dommage parce que tu mérites tellement mieux en tant que personne et que ce que les gens pensent de toi. Alors, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi, mais juste toi, ce que tu penses de toi, ne te dis pas je vais arnaquer parce que le système m'arnaque. Je vais arnaquer parce qu'en gros, j'ai commencé comme ça. Je vais arnaquer, je vais tricher, je vais voler parce que c'était comme ça. Non! En fait, c'est ce que tu avais à la base. Mais en gros, tu dois faire les choses correctement parce que c'est important pour ta longévité et tu verras, t'as pas envie d'avoir du succès pendant 5 ans, c'est nul d'être riche pendant 5 ans et de devenir pauvre. C'est nul et tu vas être encore plus malheureux. Ça va être encore pire, tu vas tomber dans la drogue, l'alcool, etc. Et là, c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas parce que t'es en train de vivre ta meilleure vie, hein, t'es en train de descendre aux enfers, tu vois. Donc, et je te dis, si les gens doivent retenir un truc, je te dis, si vous prenez toutes vos décisions avec long terme et bon sens, vous allez jamais les regretter. C'est impossible. Impossible. T'es dans ce moment T, t'as pris cette décision-là avec long terme et bon sens, tu peux pas la regretter ta décision. Complètement. D'où ça devient cette philosophie et cette maturité selon toi? T'en as déjà parlé peut-être avec ton grand-père justement qui créait cet équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose qui a créé ce déclic à un moment, à un âge, à un truc spécifique? C'est vrai que, enfin, en plus on parlait de déclic, mais je pense que le déclic, tu vois, pour moi, il est à la naissance. En fait, j'ai toujours été déter, j'ai fait du foot, j'ai joué aux jeux vidéo. Et en fait, si tu veux, comme disait, je sais plus, j'ai parlé avec un membre de mon équipe, tu vois. Et tu sais, on a fait de la F3, tu vois. On a fait de la F3 ici récemment. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon esprit de compétition, des fois, il est toxique. Il est toxique parce qu'en fait, si tu veux, je suis tellement dans ça que même quand on va faire de la F3, eh ben, je me dis, donc voilà. Parce que tu sais, Emmanuel a fait une story. Ouais. Et j'ai le gars de mon équipe qui me dit, ouais. Pourtant, sur ce circuit, c'est pas une course. Hein. Ouais! Je te jure, interdit. Mais tu sais que j'y suis allé plusieurs fois m'amuser et j'ai eu le même problème. C'est que le gars, en fait, je suis le seul psychopathe qui a regardé les vidéos en remettant les heures de tout le monde, tu vois, alors que je suis pas du tout méticuleux. Et Emmanuel, dans sa story, tu vois, il disait, oui, du coup, c'est pas une course, on est là pour balader et tout. Et le mec de mon équipe, tu vois, on avait un débrief au soir, il me dit, ouais, du coup, lui, en fait, il savait pas qu'il y avait un psychopathe dans la piste qui essayait juste, en fait, de devenir le meilleur de ce tour, etc. Et donc voilà, et je pense que ouais, j'ai un esprit de compétition qui est monstrueux, qui est toxique par moment. Du coup, je vais essayer de... En fait, il doit rester... d'équilibrer pas... ça, ouais, analyser. Il est malsain, tu vois. Franchement, pour gagner, je peux écraser. Et ça, c'est pas bien, tu vois. Donc voilà, je peux écraser, mais selon les règles. Donc voilà. Et le pire, c'est que quand j'ai gagné, je continue. Donc en fait, ça n'a pas de fin. Et je pense que c'est aussi, tu sais, quand on jouait avant avec mes parents et tout, tu vois... En fait, nos parents, ils nous battaient jusqu'à ce qu'on pleure, tu vois. Et il n'y avait pas de... Ouais, tu pleures parce que t'es nul, c'est tout. Genre, c'est un fait, tu vois. Et ça, tu vois, il y a des trucs que je disais avec mon frère, et que lui est plus doux que moi. J'ai eu une enfance très difficile, mais pas difficile... je sais pas, genre on avait pas faim, on n'avait pas de trucs. En fait, mes parents qui m'ont formé sont très durs, tu vois. Très, 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 très durs. Très durs dans leurs mots, très durs dans leurs paroles, très durs dans leur manière de faire. Et du coup, je suis très difficile de base, très brut, très... je sais pas comment on pourrait faire ça. Et du coup, en fait, si tu veux, j'ai un seuil de tolérance qui est très nul. Donc voilà, j'ai une exigence qui est très forte envers moi-même. Je me dis, j'ai des mots qui sont très forts envers moi pour vraiment me réveiller et pour la pertinence, tu vois. Et du coup, j'ai un seuil de tolérance avec les autres qui est très faible. Et du coup, ça m'handicape. Ça m'handicape énormément parce que c'est un manque clairement on appelle ça de bon sens humain, de communication. Et du coup, en gros, ça m'empêche de vraiment ressentir de l'empathie. J'en ai zéro. Okay. Je n'ai pas d'empathie. Pour moi, en fait, si t'es gros, c'est parce que tu fais pas de sport. Je ne vais pas prendre en compte que peut-être tu as des problèmes de santé, machin, bah, des conneries. Tu es en train de me mentir là. Tu es en train de me mentir, de mentir à toi-même. Alors peut-être que dans 80% des cas, c'est vrai. Mais peut-être que dans 20% des cas, c'est faux. Et ce fait de toujours voir noir ou blanc, tu vois, ça peut être très mauvais. Et je suis comme ça dans tout. Et cet esprit de compétition va m'amener
quand je fais mes choses, quand je fais mes affaires, etc., c'est positif. Mais dans un climat plus familial, comme ultra, plus truc et tout, ça m'handicape. Parce que c'est malsain, tu vois. Ouais. Je vais voir un mec, je dis je t'ai battu, je répète que je t'ai battu, tu vois. C'est malsain. Et je suis comme ça, et je suis conscient que je suis comme ça, mais c'est horrible, tu vois. C'est voilà. Peut-être pour ça que... Ouais, c'est pour ça que je... Mais tu sais, mais tu vas rigoler, mais c'est pour ça que je fais pas de paddle. Hein. Mais je te jure, mais c'est vrai, et j'ai pas de honte. On va aller sur ce terrain, tu vas me battre, c'est une certitude, tu vois, c'est un fait, parce que tu es plus fort que moi. Ouais. Je vais revenir, je vais être mauvais. Et je sais, mon frère le sait, tu vois, que je suis mauvais, tu vois. Et genre, c'est horrible, tu vois. Ouais. Genre, moi, pendant des années... Mais tu vois, moi, j'ai la compétition bonne, c'est-à-dire que j'en rigole, et toi, on voit que non, t'es sérieux, quoi. Tu vois, c'est horrible, mais c'est parce que je sais, tu vois, que, en fait, faut que je me contrôle, mais à un tel point, tu vois, que je vais revenir, je vais hurler, je vais machin. Tu penses que ça risquerait de casser quelque chose entre nous? Ça pourrait aller jusqu'à là pour... Je vais vraiment loin en compétition, je suis vraiment mauvais. En fait, je sais pas pourquoi, tu vois. Je suis très... Je perds pas, tu vois. C'est pour ça que quand je fais quelque chose, je n'abandonne pas. Enfin, je préfère, comme je dis toujours, je sais plus à qui je disais, je préfère retourner dans cette cuisine que de dire que ma boîte ne marche pas, tu vois. Ça n'arrivera pas, en fait, ça n'arrive pas. Parce que j'ai créé une boîte qui fait de l'argent, tu vois. Donc, en fait, le pire qui peut se passer, c'est qu'on ait des moments plus difficiles. En fait, je ne perds pas, tu vois. Donc voilà. Et ouais, c'est ce truc-là. Mais je pense, je te dis, c'est un truc que je dois travailler, etc. Ouais. Donc voilà, par exemple, ma femme, tu vois, ça fait, je crois qu'on a joué une fois, tu vois, ensemble. Elle a dit, je joue plus jamais avec toi, tu vois. Et encore, heureusement, on n'était pas loin dans le jeu, c'était pas un jeu où il y avait de l'enjeu ou quoi. Mais du coup, donc voilà. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est très marrant, et dis-toi, c'est tellement intrinsèque en moi, que les seuls moments où je panique, il y a 2 moments où je panique dans ma vie. Le premier moment, c'est tous les espaces qui sont très fermés. Donc dans l'F3, par contre, je sais pas très bien, tu vois, parce que... Claustrophobe. Ouais, je suis très claustrophobe. Ouais. Et la deuxième chose, c'est quand il y a beaucoup de pression, par exemple, quand je joue au foot, quand je jouais aux jeux vidéo, etc., quand on était en finale, etc. Et en fait, c'est même pas l'argent, c'est le truc, c'est juste le fait de se dire, on va perdre ou on va gagner. Ça s'arrête à là, tu vois. Et mon cœur s'emballe de dingue, mais quand je te dis s'emballe, tu sais, t'as déjà eu ça quand ton cœur, genre, il va vraiment fort, tu vois. Ouais. Et peu importe l'enjeu, hein, que c'était même des petits tournois de merde qu'on finissait ou quoi. Et j'ai ce truc, ouais, qui est monstrueux, mais qui me dépasse clairement, tu vois. Et je perds jamais contre. Faut savoir que je suis quelqu'un de très calme. Franchement, je suis d'une nonchalance telle qui est monstrueuse. Mais en compétition, ouais, c'est monstrueux. Et je sais, tu vois, mais je dis objectivement, tu vois. Si on avait fait ce truc de paddle, tu vois, j'aurais été mauvais parce que je me serais énervé, tu vois. Et je me dis, c'est pas positif, c'est pas bien. Il fallait s'entraîner, il fallait être là, il fallait etc. Donc voilà. Et je peux pas jouer pour le plaisir. Il y a des gens qui jouent pour le plaisir. Je joue pas pour le plaisir. Je ne vais pas à un endroit pour le plaisir, je vais à un endroit pour gagner. Tu vois. Et c'est mes parents qui m'ont inculqué ça, tu vois. On va pas pour être deuxième, on va pas pour être troisième, on s'en fout, tu vois. Enfin, reste chez toi alors, tu vois. Enfin, pour gagner, tu vois. Moi, jamais je dis ça. Il y a des enfants, ils disaient, ouais, bah, pour t'amuser. Mon père, il écoutait ça, il disait, mais non. Enfin, genre, tu vois. J'ai déjà couru derrière la voiture parce que j'avais mal joué à un match de foot, tu vois. Donc j'avais vraiment genre un truc, compétition, tu dois être le meilleur, t'es notre enfant. Donc mes parents avaient beaucoup ce truc-là, tu vois. Ils ont mis beaucoup de trucs autour de pression. Ouais. Et donc, pression positive. Hein. Exactement, parce que par exemple dans l'école, tu vois, ma mère qui a du bon sens, tu vois, mon père qui est plus... En fait, il venait d'Afrique, tu vois, donc c'est plus compliqué de comprendre. Ma mère, elle est née ici. Ma mère, elle a vu que son enfant, il pouvait pas être bon à l'école. Elle l'a vu. Elle a fait, il est pas bon, tu vois. Genre, il est pas bon. C'est pas qu'il est pas intelligent, c'est juste qu'il est pas bon. Donc voilà. Mon père, il disait, t'es con, tu vois. Donc, il juste travaille dur et fais-le, tu vois. Et moi, je disais, mais je te jure, je travaille dur. Tu vois, dans tout ce que je fais, je travaille dur, tu vois, et tout. Mais je suis à la natation, je suis le meilleur. Je suis au ping-pong, je suis le meilleur. Je suis au foot, je suis le meilleur, tu vois. Et bon, après, j'étais le meilleur chez les nuls. Donc, désolé, mais un coup de bas, tu sais qui était là. Mais grosso modo, quand on est arrivé chez les vraiment bons, tu vois, là, je dis, papa, là, ça va pas. Ça va pas. Donc, ça va pas non plus. Ouais. Donc, voilà. En fait, je me retrouvais moyen. Et pour me retrouver moyen, fatalement, j'avais fait du football. Enfin, j'avais pu faire du football jusqu'au bout. Donc voilà, j'aurais été sûrement joueur pro, tu vois. Mais un joueur pro rincé, ça servait à rien. Je préfère faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, complètement. Et du coup, en gros, on est dans ce truc-là. Et en fait, c'est instaurer toujours cet esprit de compétition et d'être le meilleur. C'est ce qui fait que ça me drive, tu vois. Je veux toujours être le meilleur. Tu vois, à la fin, ici, tu vois, par exemple, moi, j'aimerais être milliardaire, tu vois. Je suis sûr que je vais y arriver. Et si j'y arrive pas, le seul truc qui pourrait m'empêcher, c'est ma santé, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux pas jouer à un jeu qui est le jeu de l'argent et ne pas à la fin de terminer, tu vois. Et pour moi, c'est ce niveau-là. Alors évidemment que avec la création monétaire qu'il y a aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus facile que de devenir milliardaire maintenant que de devenir milliardaire il y a 30 ou 40 ans, tu vois. Ça, c'est un fait. Mais je me dis, le challenge est cool, l'ambition est bonne. Alors, est-ce que c'est moi qui le ferai ou est-ce que c'est mes enfants qui me le rendront? Je ne sais pas, tu vois.
Donc voilà, ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ouais, c'est mon ambition, c'est ma vision. Parce que c'est le jeu aujourd'hui. Mais c'est pas pour le truc, tu vois. Genre, si à la fin, tu vois, on fait 980 millions, j'en aurais rien à foutre. Je voulais faire 1 milliard, tu vois. Je voulais le faire. Donc voilà. Et c'est pas pour l'argent. C'est juste parce que c'est ça qui me drive. Je suis un compétiteur de base. C'est super intéressant, je vois. Franchement, cet épisode a été assez extraordinaire. J'ai une dernière question pour toi, celle que je pose à chaque personne qui vient sur le plateau du Déclic. Dans ta vie, partage-nous quelque chose qui a limite créé une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode. Il va falloir se creuser les ménages parce que tu en as partagé beaucoup. Ça peut être un déclic, ça peut être une situation, une frustration, une citation, une simple phrase, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, une déception, une réussite, peu importe. Ça peut être au travers d'une histoire ou d'une simple phrase. Tu as vraiment carte blanche pour ce mot de la fin. Quel truc. Le truc que tu as envie de laisser derrière toi dans le déclic. En plus, c'est horrible parce que j'ai dit tellement de choses. Tu sais, quand tu fais les choses comme ça, j'ai tout dit. Enfin, j'ai pas tout dit, mais genre, j'ai été, je pense, au max dans plein de choses. T'es stratège, hein, tu parles pour gagner du temps. Ouais, c'est bien. C'était bien essayé, non? Non, écoute, je vais essayer de faire un truc. En fait, si je devais laisser un truc. Tu sais, hier, je voyais la mer comme ça. Et je me dis, si, en gros, je mourrais demain. Parce que je pense souvent à la mort, tu vois. Je pense pas avoir peur de la mort, je pense peur de pas avoir fait assez de choses avant de mourir. Donc voilà. Moi, je préfère vivre, comment dire, et avoir fait des erreurs plutôt que de pas avoir fait les choses, tu vois. Ouais. Et du coup, si j'avais vraiment un truc à dire, je pense, et je disais, ouais, si je devais laisser un truc à nos enfants, ce genre de truc et tout, l'action paye plus que la réflexion, tu vois. Alors, je l'ai dit, tu vois, mais quand tu le répètes, ça a beaucoup plus d'impact, parce qu'en fait, si tu veux, l'action même, c'est mieux de passer à l'action tout le temps comme un débile, de faire les erreurs. Bon, faut essayer d'apprendre ses erreurs, sinon t'es vraiment un vrai débile, tu vois. Mais plutôt que de réfléchir tout le temps, stratégie, etc. Et on le voit bien, par exemple, avec mon frère, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est toujours en train de se poser, de faire des stratégies, etc., etc. Moi, je suis toujours en train de faire. Donc, grosso modo, ouais, écoute, stratégie, hop. Si on peut être guidé pour aller là-bas sur Mars, c'est bien, mais je veux quand même y aller, tu vois. Donc, voilà. Et je pense que s'il y a un truc que je voudrais laisser sur Terre, il y a deux trucs. Ce qu'on a dit durant tout le podcast, c'est bon sens long terme. Pensez comme ça. C'est pas parce que vous avez eu une vie difficile, parce que vous avez un chemin, un début difficile, que vous devez commencer à faire des mauvaises choses. Si vous êtes mis dans ces positions-là, en fait, c'est pas de votre faute, c'est pas vos choix, mais par contre, votre responsabilité, c'est de vous upgrade, de vous offrir la vie que vous méritez. Et alors, ouais, de passer plus à l'action que de réfléchir constamment. Et tu sais, mes parents, c'est le meilleur truc qu'ils ont fait au final, tu vois. C'est que la pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté n'est rien d'autre qu'un état d'esprit, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, j'ai de la chance, j'ai de l'argent sur mes comptes. Peut-être qu'un jour, j'en aurai pas. Peut-être que les banques vont faire faillite, comme ça arrivé, tu vois. Donc voilà, t'as plus d'argent. T'as plus d'argent. Enfin, c'est pas de ta faute, la banque a fait faillite. Mais c'est pas grave. Je sais très bien que c'est un truc qui... Ça, par contre, tu vois, perdre de l'argent, c'est un truc qui va jamais... genre m'impacter de dingue, quoi. Ah, on a perdu... Ok, information supplémentaire. Il faut en faire plus, quoi. Donc voilà, va falloir en faire autrement. Et... Donc, sous prétexte que vous avez une difficile, que vous avez un parcours difficile, que vous avez fait des choses difficiles, ça ne vous empêchera jamais de passer à de l'action constamment, de réfléchir mais pas trop, et de prendre toutes vos décisions avec bon sens à long terme. Merci Marvin. Merci Alec, c'était chouette.